Bien, bonjour, bonjour à tous. Nous allons reprendre la séance de cours. Alors, je vais très rapidement revenir là où nous en étions. Euh, donc, j'espère que vous allez bien. Voilà, on arrive à la fin du cours, hein. On sera bientôt à la fin. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste je crois que j'ai calculé qu'on était à la séance 16, donc il nous reste 6 séances, c'est ça? Puisqu'on a, on a 42 heures de cours. Non, 10, moi, je ne sais plus. On verra, de toute façon. Donc là, on va terminer la question de la monnaie. Euh, voilà. Et puis, on va attaquer la question des marchés financiers. Donc, est-ce que ça fonctionne déjà? Voilà, donc vous êtes 86. Donc l'enregistrement a commencé. Voilà, bonjour. Ok, c'est très bien, je vous vois. C'est parfait. Je vérifie que tout fonctionne bien. Donc nous allons reprendre le cours. Alors, d'ailleurs, puisque avant qu'on reprenne une anecdote, vous vous souvenez que la dernière fois je vous ai parlé du livre de Alain Grandjean et Nicolas Dufresne, hein, qui s'appelle la monnaie écologique. Je vous avais dit que j'étais un peu sceptique sur la question de monnaie libre. Et puis comme je vous ai dit, hein, j'ai mis la vidéo sur YouTube comme d'habitude, hein, pour que ce soit facile pour vous et pour tout le monde de la lire. Euh, et, euh, et en fait, je me suis amusé, je l'ai mise aussi sur Twitter. Et évidemment, en disant que c'était aussi une analyse critique de la monnaie libre, hein, évidemment, pas mal de gens ont réagi. Certains d'ailleurs très critiques, parce qu'il y a pour beaucoup de gens, cette solution monnaie libre, c'est une solution optimale. Bon, je ne vais pas revenir sur ce débat qui sont des débats politiques. Mais du coup, j'ai eu Alain Grandjean qui m'a écrit, qui veut qu'on en discute. Voilà, donc vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne un peu, hein, comment dire, la recherche, la pensée économique. Moi, je crois complètement à la symbiose cours-recherche. C'est-à-dire que je vous fais des cours. En faisant des cours, je réfléchis aussi à la manière de présenter les choses. J'essaie d'arriver de répondre à des questions un peu fondamentales, un peu de base, hein, parce que je pense que c'est dans les questions de base que se trouve beaucoup d'a priori, beaucoup de réflexions ensuite sur l'économie et aussi sur les solutions qu'on peut apporter pour améliorer, on va dire, notre situation collective. Et donc, voilà, à chaque fois que je fais mes cours, je repense un certain nombre de questions et je progresse aussi comme ça dans mon propre savoir. Et après, je partage et après, tout cela entraîne des débats, hein, des réflexions. Et bien sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que la monnaie, c'est un sujet qui pose beaucoup de questions sur lesquelles les économistes sont encore en débat. Alors bien sûr, il y a des choses qui font consensus, mais tout n'est fait pas consensus. Et quand vous avez un cours d'université, vous avez à la fois un cours qui reprend les éléments de consensus, mais qui bien sûr essaye aussi, parce que c'est aussi ça qui fait plaisir quand on fait cours, qui essaye aussi de développer d'autres analyses, réflexions plus personnelles. Hein, c'est la raison pour laquelle d'un cours à l'autre, d'ailleurs, les approches peuvent être très différentes, et ça fait partie de la richesse, de mon point de vue, de l'enseignement universitaire. Bien, alors l'anecdote est terminée. Et nous allons donc reprendre là où on s'était arrêté. Donc on a, souvenez-vous, hein, dans ce chapitre sur la monnaie, on essaye de répondre à deux grandes questions. La première question, c'est d'où vient la valeur de la monnaie, pourquoi la monnaie a de la valeur. Et donc on a essayé de tenter de répondre à ces questions. Alors je voulais souligner une chose, je l'ai dit, mais je le répète parce que je pense qu'elle est très importante. Quand je vous ai dit, voilà, on a une monnaie qui trouve sa valeur dans la marchandise, hein, j'ai appelé ça la monnaie marchandise. Essentiellement, ce sont les métaux précieux qui déterminent la valeur d'une monnaie. Je vous ai aussi dit quelque chose, et je voudrais que vous l'intégriez parce que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que cet or et cet argent en fait, qui donne sa valeur à l'argent, hein, c'est-à-dire à la monnaie, et bien en fait, il acquiert aussi l'essentiel de sa valeur par son caractère monétaire. Hein. Je vais aussi donner l'exemple des cigarettes, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que on a un effet finalement circulaire, c'est-à-dire est-ce que c'est la monnaie qui tire sa valeur de la marchandise sur laquelle elle est constituée, ou est-ce que c'est la marchandise qui en fait tire sa valeur du fait d'être monétisée, d'être monnaie. Et en réalité, tout ça n'est pas facile à trancher. Il y a une part forcément de la monnaie qui vient, de la valeur de la monnaie qui vient de son substrat, hein, l'or,
dans lequel elle est, mais là, il y a aussi une grande part de la valeur de cette monnaie qui n'est pas liée du tout au fait que c'est s'agit d'une marchandise qui a de la valeur. Hein, donc, vous voyez, les choses sont complexes, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, encore une fois, les économistes sont très souvent en désaccord, parce que qu'est-ce qui fait la valeur de la monnaie? C'est une question qui, là aussi, qui repose sur un certain nombre de postulats, de réflexion. Hein, et puis je vous ai dit après, quand une monnaie aujourd'hui elle ne repose pas sur l'or, ce qui est vrai, sa valeur, elle vient de la qualité de la dette contre laquelle elle est émise, hein, voilà, et donc ou sur la qualité de l'actif, hein, parce que je vous ai aussi parlé de la dette comme étant une propriété, hein, de quelque chose, un transfert de propriété, c'est une forme de, excusez-moi, pas de la dette, la monnaie, hein, peut être aussi une forme de transfert de propriété. Eh bien ça aussi, ça dépend de la qualité de la propriété. Hein. Par exemple, on pourrait considérer qu'une action est une forme de monnaie en fait. Hein. On peut tout à fait alors, on ne paye pas en magasin avec des actions, bien sûr, mais on peut transférer de la valeur avec des actions. Sauf que la valeur des actions, on va le voir dans le chapitre suivant, elle est déterminée par la valeur de l'entreprise, hein, et des dividendes promis par cette entreprise. Et alors le problème après, c'est comment peut-on savoir que cette entreprise va faire des profits pendant X années? Comment donc peut-on déterminer la valeur de cette action? Là, les choses sont plus compliquées, mais si on considère que l'entreprise qui a émis cette action, elle est solide, elle va faire des profits, alors on peut considérer qu'une action peut être aussi utilisée pour échanger de la valeur, et donc quelque part un peu comme une monnaie. Hein, donc tout ça pour vous dire que la valeur de l'argent, c'est quand même une grande question, et qui n'est pas forcément aussi évidente, hein, que ce qu'on pourrait penser. Voilà, mais l'argent doit bien trouver sa valeur quelque part, hein, sinon il ne serait pas accepté. Alors aussi, il y a aussi le dernier aspect, j'en ai pas parlé, mais ça me semble aussi évident. Hein, enfin, j'en ai pas parlé comme source de valeur, mais j'en ai parlé tout quand même. C'est que la monnaie, pourquoi on l'accepte? Parce qu'on a légalement l'obligation de l'accepter, et ça aussi, ça détermine beaucoup la valeur de la monnaie. Bref, toute cette question sur la valeur de la monnaie, ce sont des questions passionnantes, extrêmement intéressantes, complexes, parce que plus on creuse, plus en fait on trouve de nouvelles questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses. Alors, ensuite, il se passe une deuxième question, qui est la question de la création monétaire. Alors on va la voir tout à l'heure, mais avant d'aborder la question de la création monétaire, d'où vient l'argent, comment il est créé, pourquoi il est à un tel montant et pas à un tel autre, hein, toutes ces questions sont absolument légitimes. Je voudrais revenir sur les différents systèmes monétaires qui ont eu lieu, alors là aussi de manière très basique, hein, parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin dans la réflexion, voilà, pour savoir un peu que avoir une idée du fait que le système monétaire n'a pas toujours été dans l'histoire ce qu'il est aujourd'hui. Alors j'en ai parlé, le système monétaire du 19e siècle, c'est pas un système où on s'échange de l'or et de l'argent, c'est un système où la monnaie est basée sur de l'or et de l'argent, hein, c'est-à-dire sur un métal précieux. C'est ce qu'on appelle le système des talons or, hein, ou des talons argent si on utilise l'argent, ou parfois on a des systèmes dits bimétalliques, hein, qui s'appuient à la fois sur l'or et sur l'argent. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a de la monnaie papier qui circule, bien sûr, des chèques, etc. Enfin, un peu comme aujourd'hui on peut dire, mais sur cette monnaie il y a un taux de conversion qui fait que à tout moment vous pouvez, sous certaines conditions bien sûr, échanger ce papier monnaie contre l'équivalent en or ou en argent. Hein, et je vous ai dit, le franc germinal, il valait 4,5 grammes d'argent et sa valeur n'a pas bougé en argent. Hein, donc ça a duré très longtemps, ça a entraîné une très forte stabilité du franc pendant tout le 19e siècle. Alors ce système, il va finalement être, comment dire, il va s'arrêter, il va être, pas s'arrêter, mais il va être, comment dire, en situation, enfin, ce système va être, je trouve pas le mot. Il faudra que je coupe. Non, je ferai pas ça, mais il faudrait que je coupe hein, parfois les moments de pause dans les vidéos. Donc, bon, bref, ce système des talons or va être mis en danger. Voilà, c'est le mot que je cherchais, par les guerres mondiales. Par aussi finalement un autre phénomène qui est l'accélération progressivement de la croissance économique et le fait que le soubassement comment dire monétaire, hein, la base, ce qu'on appelle la base monétaire, ce qui permet de créer l'argent, finalement la monnaie, c'est l'or et l'argent. Et les stocks d'or et d'argent vont être très inégalement répartis après la Première Guerre mondiale, parce qu'à l'époque, quand on s'achetait mutuellement des choses, hein, qu'on faisait de commerce international, eh bien on payait en or. Hein, donc ça voulait dire que
ce qui s'est passé par la Première Guerre mondiale, c'est que les pays la France, le Royaume-Uni, ont contracté une dette en or auprès des États-Unis, donc ils ont transféré leur or en partie. L'Allemagne a aussi contracté une dette du fait des réparations de guerre, et on se retrouvait dans une situation où finalement l'or était très inégalement réparti, les métaux précieux étaient très inégalement répartis dans les sociétés, dans les économies. Et donc ça devenait très compliqué de créer de l'argent convertible en or et en argent si on n'a pas de base or et argent. Alors il se passe aussi d'ailleurs à l'époque, c'est que la France avait, elle, grâce aux réparations de guerre et grâce à sa politique, enfin comment dire, peut-être aussi grâce à ses colonies et à ses avoirs en or, elle avait quand même beaucoup d'or dans sa banque centrale, et elle, dans les années 30, en fait, elle stérilisait une partie de cet or, c'est-à-dire qu'elle le démonétisait pour pouvoir continuer, pour éviter l'inflation, hein, parce que là aussi, si on a trop d'or en réserve, eh bien très vite, on peut se retrouver avec une base monétaire tellement importante que les banques vont créer de la monnaie et on pourrait avoir de l'inflation. Voilà, donc ce système, en fait, il marchait plus. Il était aussi soumis, je l'ai dit, au fait qu'il y avait des moments de découverte d'or, hein, notamment à la fin du XIXe siècle, des ruées vers l'or, qui faisaient qu'il y avait de l'or qui apparaissait spontanément dans l'économie, et donc ça avait tendance, là aussi, à susciter de l'inflation, à faire et donc comment dire, à menacer la valeur de la monnaie. Donc bon, bref, après la Seconde Guerre mondiale, on est dans un monde totalement nouveau. Un monde où la très grande majorité de l'or du monde est détenue par les États-Unis, hein, puisque c'est eux finalement qui ont, comment dire, leur industrie n'a pas été touchée par la guerre, hein, directement. Ils ont beaucoup produit pour les pays alliés, notamment la France et le Royaume-Uni, qui se sont endettés vis-à-vis des États-Unis, donc qui ont comment dire, payé en or. Donc il est impossible en 1945 de reconstituer un système monétaire fondé sur l'or, puisque la majorité des pays, hein, à part les États-Unis, en fait, aucun n'a suffisamment de réserves pour cela. Puis par ailleurs, on a aussi un autre souci, qui est que si on veut financer la reconstruction, il va falloir créer du crédit, hein, beaucoup, il va falloir prêter de l'argent, hein, c'est d'ailleurs le principe du plan Marshall, il va falloir comment dire, créer de la monnaie en quelque sorte, de manière considérable, pour pouvoir financer la reconstruction. Et si au départ on est limité par la quantité d'or qu'on possède dans sa banque centrale, eh bien ça devient très compliqué. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on invente un autre système. Alors c'est le système produit des accords de Bretton Woods. Hein, les accords de Bretton Woods, Bretton Woods est une ville aux États-Unis, dans le New Hampshire, je crois, dans lesquels les puissances alliées, hein, y compris d'ailleurs l'URSS, se mettent d'accord sur un nouveau système économique. Et ce système économique, eh bien, il est fondé sur une monnaie pivot, hein, qui est le dollar, qui est la seule monnaie convertible en or, et les autres monnaies sont convertibles en dollars. Ça veut dire simplement qu'elles doivent non pas maintenant avoir de l'or dans leur banque centrale pour émettre de la monnaie, mais maintenant elles doivent avoir des dollars ou des monnaies convertibles en dollars, c'est-à-dire que soit elles ont des dollars directement, soit elles ont par exemple pour la Banque de France du Deutsche Mark, hein, et le Deutsche Mark lui-même est convertible en dollars, donc ça suffit, ou la livre sterling, hein, donc ça suffit comme réserve, donc il faut avoir des devises, des monnaies convertibles pour être à contrepartie, hein, de l'argent qu'on crée. Hein, donc, souvenez-vous, il y a toujours ce principe-là, hein, ce ratio entre réserve, hein, stock, on va dire, de valeur, et la monnaie émise, puisque la monnaie émise, elle est émise en contrepartie de cette valeur. Hein, donc auparavant, c'était l'or et l'argent, qui étaient la contrepartie de la monnaie émise, dans le cadre de l'étalon or. Maintenant, on n'a plus d'or et d'argent, on met ça à côté, et la monnaie, le franc émis en France, par exemple, eh bien, il est la contrepartie du dollar, de la livre sterling, du Deutsche Mark, etc., de la lire italienne, qui sont détenues par la Banque centrale et qui sont toutes convertibles en dollars, ou qui sont directement du dollar, et qui, du coup, peuvent entraîner comment dire, grâce à leur conversion, de leur convertibilité, entraîner l'augmentation des stocks d'or. Hein, donc, quelque part, c'est ça l'idée des Américains, c'est leur monnaie, le dollar, c'est as good as gold, hein, aussi bon que l'or, donc plus besoin d'avoir de l'or, il suffit d'avoir des dollars. Alors, pour que ce système, en fait, l'un des enjeux de Bretton Woods, c'était aussi d'éviter les guerres commerciales et d'éviter les guerres monétaires, hein, qu'il y avait dans les années 30, c'est-à-dire des dévaluations qui se faisaient dans le désordre. Alors une dévaluation, ça permet, on va le voir, ça aussi,
je crois, enfin bref, peu importe, vous aurez l'occasion de le revoir, mais une dévaluation, c'est un acte économique et politique qui vise à baisser la valeur de la monnaie et qui, en baissant le taux de change, hein, plus précisément de la monnaie, hein, c'est-à-dire le cours de la monnaie par rapport aux autres monnaies, va permettre de baisser les prix des exportations et donc d'améliorer la balance commerciale. D'ailleurs, en fait, je vais t'en dire, vous allez le voir, mais on va le voir maintenant, je vais vous expliquer en 2 minutes. Alors, concrètement, pendant les années 30, les pays faisaient des dévaluations parce qu'ils étaient en déficit commercial, et qu'un déficit commercial, ça voulait dire en fait que c'était les autres qui travaillaient pour soi, et donc ça voulait dire que son chômage chez soi augmentait, hein, et le chômage de ses partenaires commerciaux, lui, baissait. Et donc évidemment, dans les années 30, la grande question dans tous les pays européens et aux États-Unis, c'est de baisser le chômage, donc il faut produire chez nous, plutôt que d'acheter à l'étranger. Concrètement, on avait des monnaies au départ qui étaient indexées sur l'or, et puis très vite, toutes sortent de l'étalon or, c'est-à-dire toutes dévaluent, hein, c'est-à-dire qu'elles arrêtent de considérer qu'elles doivent rembourser leurs détenteurs en or et en argent. Donc c'est là la fin du système d'étalon or. Hein, et puis progressivement, eh bien, les États vont baisser le cours de leur monnaie par rapport aux autres monnaies. Alors pour essayer de comprendre comment cette variation du taux de change a des effets sur la balance commerciale et donc sur l'emploi, il faut raisonner très simplement. Imaginons que vous avez un pays qui produit, je ne sais pas, des voitures. Hein, la France, par exemple, produit des voitures. Ces voitures, elle les vend, je dis n'importe quoi, 50 000 francs. Hein, et qu'elle les vend à qui? Mettons aux États-Unis. Les États-Unis, ils produisent eux aussi des voitures, et les voitures, ils les vendent 10 000 dollars. Hein, donc on a un ratio à ce moment-là de... Alors, c'est pas donc, hein, mais mettons qu'on ait en même temps un ratio de 1 franc, 1 dollar égale 5 francs. Donc on comprend ici que les voitures, elles valent le même prix, hein, puisque 10 000 dollars, c'est égal à 50 000 francs. Donc la voiture américaine produite aux États-Unis, elle vaut bien la même somme que la voiture française. Maintenant, imaginons que la France voit ses coûts de production augmenter, hein, qu'elle est moins efficace et que la voiture française voit son prix augmenter, et donc maintenant elle vaut 60 000 francs. Alors le problème, c'est que dans ce cas-là, les voitures produites aux États-Unis, hein, qui valent 10 000 dollars, elles sont converties au taux de change officiel de 5 francs pour 1 dollar, ce qui entraîne qu'elle est vendue en France à 50 000 francs, donc 10 000 euros de moins que les voitures françaises. Alors là, il se passe un problème, c'est que du coup les Français, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter des voitures américaines, les constructeurs automobiles français vont du coup perdre des ventes, et très vite, ils vont licencier, ils vont fermer des usines, etc. C'est la catastrophe, on a du chômage. Donc que peut faire le gouvernement pour répondre à cela? Évidemment, il peut... alors maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de baisser les charges des entreprises, faire baisser les salaires, baisser les impôts. Hein, c'est ce que Emmanuel Macron a annoncé récemment. Hein, il va baisser l'impôt de production dans le cadre du plan de relance. Bon, du coup, bien sûr, on fait baisser le prix de la voiture. Hein, ou en tout cas, on permet aux constructeurs de faire baisser les prix. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une politique de déflation interne. Hein, c'est-à-dire qu'on va chercher à faire baisser les prix au sein de son économie, donc le prix de la voiture, mais les prix de tous les produits industriels. Quand on a la maîtrise de sa monnaie, et quand on est dans un régime de parité fixe, j'y reviendrai parce que c'est plus le cas aujourd'hui, on peut décider de changer la valeur de sa monnaie. Mettons, par exemple, au lieu que ça soit 5 francs pour 1 dollar, on va dévaluer le franc, donc maintenant il faudra 7 francs pour 1 dollar. Alors si on change la parité comme ça brutalement, que va-t-il se passer? La voiture américaine est toujours produite à 10 000 dollars par voiture. Hein, c'est toujours 10 000 dollars pour produire une voiture. Mais maintenant, lorsqu'elle sera vendue en France, 10 000 dollars, ça vaudra 70 000 francs. Et donc, que se passe-t-il? La voiture américaine, elle sera devenue plus chère que la voiture française, qui elle était passée à 60 000 francs. Et donc, les consommateurs, ils vont se tourner vers la voiture française, vendue 60 000 francs, plutôt que la voiture américaine, vendue 70 000 francs. Donc là, on a bien l'effet direct de la dévaluation qui permet quelque part d'améliorer la compétitivité prix des produits, des productions françaises nationales par rapport aux productions internationales étrangères. Voilà, donc
Alors évidemment, après, si le coût de production continue d'augmenter plus vite en France, 70 000 francs, 80 000 francs, on va se retrouver dans la situation de départ. Bon, je vous l'ai fait très vite, mais il faut bien comprendre que c'est bien ça qui est l'enjeu de la dévaluation. L'objectif d'un pays lorsqu'il dévalue, lorsqu'il fait baisser le cours de sa monnaie par rapport aux autres monnaies, c'est bien d'améliorer la compétitivité de ses entreprises par rapport aux entreprises internationales. Alors du coup, ça va aussi dans l'autre sens, hein. Tout à l'heure je vous ai dit c'est pareil, hein. Mettons que vous avez donc vous produisez votre voiture à 60 000 francs, vous la vendez aux États-Unis, combien? Tout dépend du taux de conversion. Si vous êtes passé à 1 franc, à 7 francs pour $1, eh bien votre voiture elle sera vendue aux États-Unis, hein. On néglige les coûts de transport, etc. Évidemment c'est un raisonnement très simple, elle sera vendue à moins de 10 000 $. Hein. Donc quelque part, votre voiture elle sera aussi moins coûteuse, moins cher à l'achat pour les Américains eux-mêmes. Hein, donc, alors qu'est-ce qui se passe-t-il dans les années 30? Eh bien, tous les pays cherchent un peu à dévaluer leur monnaie, faire baisser le cours de la monnaie. Donc, quelque part, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils suppriment l'État noir. Hein, donc, ils suppriment, alors, soit ils dévaluent, c'est-à-dire qu'ils dévaluent la même unité monétaire. Hein, par exemple, au lieu de passer de 4,5 grammes d'argent par franc, on va passer à 3 grammes ou à 2,50 grammes. Hein, et du coup, forcément, la valeur du franc diminue. Hein, et donc, le taux de change extérieur du franc diminue lui aussi. Et donc, on se retrouve ensuite à pouvoir comme ça gagner des parts de marché. Donc, le problème, c'est que vous voyez bien le souci. C'est quand tous les pays se font une guerre commerciale, personne gagne, parce qu'en fait, l'objectif d'évaluer, c'est de gagner par rapport aux autres. Mais rien n'interdit à l'autre pays, lui aussi, de d'évaluer en contre-coup. Les États-Unis, ils se disent, oulala, les Européens, ils sont en train de dévaluer leur monnaie, et bien tiens, je vais moi aussi dévaluer la monnaie. Bon, à la fin, c'est un chaos, et finalement, qu'est-ce qui se passe au bout de cela? On arrête les guerres monétaires, et puis on fait des guerres commerciales directement, c'est-à-dire qu'il faut augmenter les droits de douane, etc. Donc, le souci, après-guerre, c'est d'éviter des guerres de monétaires ou des guerres commerciales. C'est d'essayer d'organiser de manière plus constructive, on va dire, le commerce. Et donc, pour cela, eh bien, on décide d'instaurer un régime donc, de parité fixe. Ça veut dire que, eh bien, on va donner une parité, par exemple, entre le franc et le dollar, entre le Deutsche Mark et le dollar, et donc, il y a une parité effectivement aussi entre le Deutsche Mark et le franc, hein, puisque si chacun a des parités avec la même parité, enfin une parité spécifique avec le dollar, il y aura forcément une parité spécifique avec le franc. Mettons un exemple. Vous avez 3 Deutsche Mark pour $1, hein, vous avez 6 francs pour $1, donc logiquement vous avez 2 francs pour un Deutsche Mark. Hein, voilà, pour vous donner un exemple comme ça. Donc tout ça, c'est un système de parité fixe entre toutes les monnaies. Alors, le problème de la parité fixe, qu'on pourrait se penser comme ça, c'est que, du coup, alors, c'est un mot en rouge, hein, donc je vous donne la définition, hein, c'est un système monétaire qui est fondé sur un taux de conversion officiel des monnaies les unes par rapport aux autres. Voilà, vous pouvez noter ça. Parité fixe, c'est un système de conversion officielle des monnaies les unes par rapport aux autres. Donc, ça veut dire que, voilà, on a inscrit dans le marbre le fait que, enfin, dans le marbre, pas tout à fait dans le marbre, mais on a inscrit le fait que il faut tant de francs pour avoir $1 et tant de francs pour avoir un Deutsche Mark. Alors, la seconde chose qu'il faut dire, c'est que, bien sûr, un pays peut se retrouver en déficit commercial. Alors, si c'est juste un déficit sur un an, c'est pas très grave. Ce qu'on appelle un déficit conjoncturel, c'est pas très grave. Mais si c'est un déficit qui se poursuit au fur et à mesure des années, il va se poser un problème, c'est que, en quelque sorte, ses devises, son réserve en devises va diminuer. Et donc, au bout d'un moment, il ne pourra plus créer de la monnaie. En tout cas, il ne pourra plus garantir le taux de convertibilité de sa monnaie dans son stock de devises par rapport à son stock de devises. Donc, en fait, un déficit commercial qui se prolonge, ça va poser un problème à un pays et ça va menacer sa capacité à créer de la monnaie. C'est la raison pour laquelle on a aussi créé une instance de négociation, puisque on a fait, alors c'est marqué après, hein, une instance de négociation qui s'appelle le Fonds monétaire international, le FMI, dans lequel on pouvait tout à fait décider que si on avait un déficit commercial structurel, il était possible d'évaluer, c'est-à-dire de changer le taux officiel de conversion de sa monnaie, c'est-à-dire le cours de sa monnaie, mais dans un cadre négocié.
Alors c'est ça le grand intérêt de Bretton Woods, c'est que les dévaluations sont possibles, hein, il y a un régime de parité fixe, les dévaluations sont possibles, mais si on fait une dévaluation de plus de 10%, alors on doit avoir l'accord de ses partenaires commerciaux. Ça évite le principe des guerres commerciales, mais ça permet aussi, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, de dévaluer, c'est-à-dire d'éviter qu'un pays qui a moins de productivité, qui est moins efficace que d'autres, puisse comme ça perdre toutes ses devises. Alors là aussi, c'est marqué ici, il y a un problème une question d'explication ici. Hein. Pourquoi c'est dangereux de perdre, par exemple, ces dollars, hein, si on prend là aussi un exemple simple. Parce que j'ai dit tout à l'heure, dans un système de Bretton Woods, les monnaies sont convertibles en dollars, hein, et le dollar lui-même est convertible en or, ce qui veut dire qu'il faut garder dans ses réserves un taux suffisant, une proportion suffisante de dollars par rapport à la monnaie émise pour assurer la convertibilité de cette monnaie en dollars. Or, quand on est en déficit commercial, eh bien, on perd ses devises, hein, puisque ça veut dire qu'on paye à l'autre davantage que ce qu'on reçoit comme argent. Et donc ça veut dire qu'on a des soldes des transactions courantes qui sont déficitaires, donc ça veut dire que concrètement, eh bien, ces réserves en dollars diminuent. Si les réserves en dollars d'un pays diminuent, ou en d'autres devises, eh bien, il ne peut plus créer de la monnaie, et donc il se retrouve dans une situation de crise, en fait. Hein. Et donc c'est pour répondre à ces crises qu'on permet les dévaluations. Hein. Et donc quand on dévalue, il y a deux effets. Un effet commercial, puisque bien sûr on pourra davantage vendre à l'étranger, puisque nos produits seront moins chers. De la même façon, donc les exportations vont augmenter. De la même façon, les produits étrangers importés vont être plus chers, donc ils vont moins se vendre. Donc là aussi, on va un effet importation, hein, un effet exportation, un effet importation. Et puis ensuite, on a aussi un effet taux de conversion. Si vous avez j'exagère à dessein, mais si vous avez un taux de conversion de 5 francs pour 1 dollar, et si vous divisez par 2 la valeur du franc, hein, vous faites une énorme dévaluation de 50%. Et maintenant, ça veut dire que votre franc, c'est 10 francs pour 1 dollar. Ça veut dire que, en fait, votre taux les besoins que vous avez de réserve en dollars vont être divisés par 2. Hein, donc là aussi, la dévaluation permet du coup de rétablir, on va dire, un ratio correct entre la base monétaire, c'est-à-dire ce qui permet de créer de la monnaie, hein, ici donc c'est plus l'or, maintenant c'est les dollars, et votre quantité de monnaie en circulation. Hein, donc les dévaluations, c'est un acte politique, hein, c'est une décision qui se prend aussi en partenariat avec les autres membres du Fonds monétaire international, donc qui est négocié et qui permet d'éviter des situations dans lesquelles un pays par exemple, est très affecté par une énorme crise économique et sa balance commerciale s'effondre, ses réserves en devises s'effondrent et on le laisse comme ça, voire s'effondrer. Hein, on verra que tout à l'heure on va parler de la situation grecque de 2015, c'était un peu ce cas-là, c'est-à-dire que c'était un pays qui aurait dû faire une dévaluation monétaire, mais comme il n'a pas de monnaie, comme il était dans l'euro, il ne pouvait pas dévaluer, et donc on a dû trouver d'autres solutions, et qui ont été extrêmement difficiles pour le pays, hein, concrètement. Les solutions qu'on a trouvées, c'était en fait de faire baisser tous les prix en Grèce, hein, donc faire ce qu'on appelle une déflation interne, c'est-à-dire une dévaluation interne. On essaie de faire baisser tous les prix pour rétablir ces comptes courants, ces comptes extérieurs. Et donc évidemment, ça voulait dire faire baisser les salaires, ça veut dire mener des cures d'austérité extrêmement fortes. Bref, je ne vais pas vous embêter avec ces détails, c'est pas ce qui compte pour l'instant. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que le système de Bretton Woods, c'était un système qui est fondé sur la parité fixe des monnaies entre elles, sur une monnaie convertible en or qui est le dollar, et la seule, les autres ne sont pas convertibles en or, les autres sont convertibles en dollars, et sur une possibilité, c'est ça qui est très important, une possibilité de dévaluer dans un cadre concerté le Fonds monétaire international, de manière à éviter les déficits structurels des balances commerciales et de trouver des solutions pour éviter justement ces phénomènes de dévaluation interne ou de déflation où on fait baisser les prix par des mesures d'austérité extrêmement fortes. Donc c'était un système qui, sur le papier, fonctionnait finalement pas mal, et même en réalité il a fonctionné pas mal, puisque c'est le système des 30 Glorieuses. Mais il a fini lui aussi par se trouver en danger, du fait essentiellement, en fait, alors il y a plein de raisons, hein, mais la première chose c'est qu'il faut comprendre, c'est que au moment de Bretton Woods, en 44, en 45, les États-Unis c'est de très loin la première économie mondiale, l'Europe est ruinée, l'Europe sort de la guerre, donc effectivement la puissance du dollar pouvait
être suffisante pour à la base de quasiment tous les systèmes monétaires. Mais au bout d'un moment, l'Europe s'est reconstruite, et donc tous les autres pays des accords de Bretton Woods ont commencé à voir leur croissance économique en fait être plus forte que la croissance économique des États-Unis. Et donc forcément, l'émission monétaire des États-Unis ne pouvait pas suffire en fait à accompagner la croissance des Européens. Donc dès les années 60, en fait, on se retrouve avec beaucoup de gens qui se disent oulala, de pays en particulier, oulala, mais je commence à avoir beaucoup trop de dollars en stock, qu'est-ce que je vais en faire? Donc des pays comme la France en particulier cherchent à convertir leur dollar en or, ce qui fait du coup baisser les réserves en or des États-Unis, et donc qui met en danger la capacité du dollar à rester convertible en or. Et donc tout cela entraîne une explosion du système de Bretton Woods, puisque dès 1971, Richard Nixon décide de suspendre la convertibilité du dollar en or, qui dit aux gens qui possèdent des dollars, maintenant vous ne pourrez plus convertible en or, j'ai plus assez d'or, en quelque sorte. Bon, la France m'a tout pris, c'est pas exactement ça, mais il y avait un peu de ça, c'est-à-dire que la France, en fait, en sortant de l'OTAN, avait décidé de garantir sa souveraineté, donc c'était la France de Gaulle, et donc, une des manières dont elle avait réussi à assurer sa souveraineté, c'était de reconstruire en fait ses réserves en or. Donc, tous les dollars qu'elle avait, eh bien, elle cherchait à les convertibles en or, mais évidemment, ça plaisait pas du tout à la puissance américaine. D'autres pays qui étaient encore restés complètement dans l'OTAN et qui avaient des bases militaires américaines sur leur sol, comme l'Allemagne, ils étaient un peu plus réticents à demander la conversion de leurs dollars en or. Bon, au bout d'un moment, tout le monde avait envie de le faire parce que tout le monde sentait bien que cette convertibilité du dollar en or risquait d'être menacée. Et donc en 71, eh bien c'est terminé. On ne peut plus convertir ses dollars en or. Donc quelque part c'est une forme de défaut du point de vue des États-Unis parce que ça veut dire qu'ils n'assurent plus la dette qu'ils avaient contractée. C'est-à-dire que les dollars devaient valoir de l'or, as good as gold. En fait non, ils sont plus aussi bons que l'or maintenant. On ne vous donne plus d'or en échange de vos dollars. Donc tous ceux qui avaient gardé leurs dollars en disant je les convertirai plus tard, eh bien, ils se retrouvent à plus pouvoir convertir. Alors du coup, se pose la question de savoir, mais comment on garantit la valeur de la monnaie? Et je vous l'ai dit déjà la dernière fois. C'est-à-dire qu'en fait, l'or devient minoritaire, même dans un système d'étalon or, l'or devient minoritaire dans le montant de la valeur garantie par la monnaie. Ce qui devient très vite la portion majoritaire qui garantit la valeur de la monnaie, c'est la dette, c'est-à-dire la créance, c'est-à-dire le fait que lorsqu'on a émis de la monnaie, on ne l'a pas émis en contrepartie de l'or, ou des dollars, ou de quelque chose, on l'a émis en contrepartie d'une créance. Et cette créance, qui a de la valeur, eh bien, elle fonde l'essentiel de la monnaie déjà à cette époque-là, bien sûr, très largement. Et donc, ça veut dire qu'on a pu se dire, tiens, en fait, on peut concevoir une monnaie qui ne soit plus basée du tout sur l'or, ni sur une monnaie convertible en or. Et donc ça, c'est les accords de Jamaïque de 1976, où on décide de sortir complètement du système Bretton Woods, et finalement, de faire rentrer la monnaie dans un système où la valeur de la monnaie est fondée sur la créance, sur les créances, sur l'ensemble des créances accordées par les banques. J'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est comme ça qu'on crée la monnaie, bien sûr, aujourd'hui. Ces créances, il faut bien comprendre que aujourd'hui, quand on parle de la dette, on a parfois tendance à voir le côté péjoratif de la dette, c'est-à-dire l'emprunteur, il est endetté, il doit rembourser, on entend ça partout, tout le temps, à la télé, à la radio, on nous dit, regardez la dette de la France, etc., etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant d'être un engagement à rembourser de la part de l'emprunteur, la dette, c'est aussi un actif financier. C'est-à-dire que du point de vue du prêteur, la dette a une valeur. C'est-à-dire qu'elle va bientôt être remboursée avec un taux d'intérêt, etc. Donc la dette, on ne peut pas la voir, quand on raisonne en macroéconomie, on ne peut pas la voir que du côté de l'emprunteur. On doit aussi la voir du côté du prêteur. Or, pour lui, c'est très important, la dette, c'est quelque chose qui a de la valeur. C'est comme une maison, c'est comme une voiture, c'est quelque chose qui est donc ce qu'on appelle un actif, c'est-à-dire quelque chose qui a de la valeur. Et donc, la monnaie, en fait, qui est créée, qui circule dans l'économie, est la contrepartie de cette valeur. Et cette valeur, en fait, a beaucoup plus d'importance que l'or dans le système d'étalon or n'en a jamais eu. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui fait la valeur d'une créance? Eh bien aussi, c'est la capacité à créer de la richesse
à l'issue de l'emprunt qu'on a fait. C'est-à-dire qu'une entreprise qui emprunte de l'argent va emprunter dans un but productif, dans le but de créer de la richesse, de vendre, de trouver des clients. Et donc, en réalité, on peut considérer que la contrepartie réelle de la monnaie créée, c'est toute l'activité économique qui a été fondée à partir de l'emprunt qui a été lui-même octroyé au moment de la création monétaire. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc c'est aussi la raison pour laquelle, la dernière fois, je vous disais, monnaie et dette, c'est quelque chose, c'est les deux faces de la même médaille. C'est-à-dire que la valeur de la créance d'un côté, c'est égal à la valeur de l'engagement remboursé de l'autre. Et la monnaie, qu'est-ce que c'est? En fin de compte, ce n'est que ça, ce n'est qu'une créance. C'est une créance sur l'ensemble de l'économie. Et il est à peu près logique que du coup la monnaie soit créée en échange d'une créance, d'un ensemble de créances qui eux aussi reposent sur l'ensemble de l'économie. Je viendrai tout à l'heure quand on va voir les mécanismes de création monétaire. Bref, donc on a ça. On a donc une monnaie qui, depuis les accords de la Jamaïque, ne repose plus du tout sur l'or, ni sur quoi que ce soit, à part sur la créance. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais aussi, on a un autre effet, qui est la disparition des parités fixes. Et ça, alors, de mon point de vue, les deux choses sont différentes. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait avoir une monnaie fondée sur la créance, et garder les parités fixes, ou avoir des parités d'échange flottant et en même temps des monnaies qui sont basées sur de l'or ou des métaux précieux. Mais donc quand on a quitté Bretton Woods, on a quitté Bretton Woods entièrement. C'est-à-dire que le Fonds monétaire international est resté, mais c'est plus du tout un endroit où on parlait de monnaie, parce que on a arrêté l'idée d'avoir des parités de change fixes. Ça veut dire que la valeur des marchés, la valeur des monnaies, pardon, est décidée sur les marchés, sur le marché d'échange, c'est-à-dire l'endroit où on achète et vend des actifs libellés en telle ou telle monnaie qui permet d'avoir de faire des offres et des demandes de monnaie. Et donc aujourd'hui, comme on n'est plus en régime de parité fixe, et ça il faut bien que vous le marquiez dans la tête parce que tout le monde ne le comprend pas, y compris nos responsables politiques, comme on n'est plus en régime de parité fixe, on ne peut plus dévaluer. Parce que dévaluer, c'est changer unilatéralement le cours de sa monnaie par rapport aux autres. Mais il n'y a plus de cours officiel de monnaie aujourd'hui. Si l'euro diminue par rapport au dollar, ou le dollar diminue ou augmente par rapport à l'euro, ou je ne sais quoi, ou par rapport au yen ou à livre sterling, ça n'est pas le fait d'une dévaluation décidée par le pouvoir politique. C'est le fait des marchés financiers qui ont décidé que aujourd'hui le ratio, par exemple, entre la livre sterling et l'euro, c'est 1,2 euros contre une livre sterling. Bon, demain, ça sera 1,3 contre, si l'euro baisse, 1,3 euros contre une livre sterling. Ou alors, si l'euro monte, ça sera, on aura la parité nominale, c'est-à-dire une livre sterling égale 1 euro. Bon, tout ça, c'est pas décidé par le pouvoir politique. Ça veut dire que le principe même de dévaluation n'existe pas. Les dévaluations ne peuvent exister, par définition, que lorsqu'on a un système de parité fixe. C'est-à-dire lorsqu'on décide qu'on doit maintenir un taux de change officiel entre deux monnaies. Alors j'ai vu qu'il y avait des questions, mais ce que je vous propose, c'est je vais terminer mon cours là, puis je lirai vos questions, j'y répondrai après. Alors, concrètement, comment fonctionne aujourd'hui le système monétaire européen? Alors, je réponds quand même à cette question. Le FMI sert aujourd'hui seulement à garantir la stabilité financière. Oui, en fait, oui. Au départ, il servait à garantir la parité des monnaies, mais comme il n'y a plus de parité officielle des monnaies maintenant, le Fonds monétaire, en fait, qu'est-ce qu'il sert? Il sert à prêter de l'argent à court terme à des pays qui ont des difficultés financières, c'est-à-dire des pays qui se retrouvent dans des situations, par exemple comme la Grèce, en 2013-2015, c'est-à-dire des situations où ils sont en déficit de leur balance courante. Ça veut dire que globalement, souvenez-vous du TD5, à la fin de chaque secteur ou à la fin de l'économie, on a des économies en capacité de financement et des économies en besoin de financement, comme on a des secteurs en capacité de financement ou en besoin de financement. Et donc, si une économie entière est en besoin de financement, comme l'était la Grèce au moment de la crise de l'euro, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait de l'argent de l'étranger, et si personne ne veut lui prêter, alors là, il y a un problème, c'est-à-dire que concrètement, elle se trouve en situation de faillite, c'est-à-dire que les ménages et l'État lui-même ne peut plus rembourser à ses créanciers qui sont des créanciers étrangers. Et dans ce cas-là, le Fonds monétaire international, pour éviter une faillite brutale,
organisent des prêts d'urgence, alors qui doivent être remboursés du coup, forcément, mais en échange, eh bien, ils demandent au pays de se restructurer, de faire ce qu'on appelle des politiques d'ajustement structurel, qui sont parfois très douloureuses et qui visent à revenir vers la solvabilité du pays et de l'ensemble des ménages de ce pays. Bon, le FMI n'a pas toujours joué son rôle de manière, très efficace, puisqu'on a vu des pays qui sont sortis, puis des pays qui s'en sortent pas du tout, et parfois les remèdes sont quasiment pires que le mal, mais ça c'est une grande question que je ne peux pas aborder ici. Alors, je reviens sur le système monétaire européen, sur comment il fonctionne. Alors, le système monétaire européen, en fait, c'est un système monétaire qui fonctionne un peu comme celui des autres pays, puisqu'il est organisé de manière centralisée autour d'une banque centrale, qui s'appelle la Banque Centrale Européenne. Donc qu'est-ce que c'est qu'une banque centrale? Eh bien, c'est en quelque sorte la banque des banques, c'est-à-dire c'est une institution qui va avoir pour fonction première d'assurer la liquidité des banques. C'est-à-dire d'assurer, en fait, une chose très importante, qui est que les banques, elles puissent toujours vous rembourser l'argent qu'elles vous doivent. C'est-à-dire que quand vous avez un compte bancaire, souvenez-vous, je vous l'ai déjà dit, c'est que la banque vous doit de l'argent. Et si vous voulez payer à une autre banque quelque chose, par carte de crédit par exemple, eh bien ça veut dire que la banque, il faut qu'elle paye à une autre banque. Et si elle a plus de liquidité, elle ne peut pas le faire. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus payer. Et donc c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que la banque fait faillite et vous perdez votre argent que vous avez sur vos comptes. Donc il faut éviter, on appelle une banqueroute, il faut éviter que les banques se retrouvent à court de liquidité. Donc la Banque centrale, eh bien sa fonction première, c'est d'assurer la liquidité des banques de manière à ce que les banques puissent toujours assurer ce qui est leur fonction et elle aussi première, les modes de paiement. C'est-à-dire que quelque part une banque, qu'est-ce que c'est? Ça sert pour vous, ça sert à payer à vos achats, vos courses. Voilà, puisque concrètement, aujourd'hui, vous payez, on paye en général par sa carte bancaire et beaucoup moins avec de l'argent liquide. Donc sa fonction première, c'est donc une fonction de refinancement du système bancaire. Donc ce système bancaire, il est constitué de banques commerciales, et qui donc, pour être une banque commerciale, donc la banque dans laquelle vous avez vos comptes, c'est une entreprise privée, bien sûr, la plupart du temps, pas tous, la banque postale, par exemple, c'est une entreprise publique. Parfois, elles sont sous forme de sociétés anonymes, parfois elles sont sous forme de mutuelles, donc là aussi, différentes formes de banques, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Toutes ces banques, pour exister en tant que banque, il faut qu'elles aient l'accord, parce qu'il y a un système tout le monde ne peut pas devenir une banque comme ça, il faut que vous soyez agréé justement par la Banque de France, et donc vous ayez un compte à la Banque de France. Alors la Banque de France, c'est une succursale de la Banque Centrale Européenne. La Banque de France fait partie du système des banques centrales européens, donc fait partie de la Banque Centrale Européenne. Bon. Voilà, donc vous avez besoin d'avoir un compte à la Banque Centrale qui garantit le fait que vous êtes une banque et qui garantit le fait que vous pouvez à tout moment vous refinancer à des taux d'intérêt, donc on va voir, qui sont très faibles et très avantageux. Deuxième caractéristique du système bancaire européen, c'est qu'il y a des billets de banque, et ces billets de banque, eh bien, ils sont émis par la Banque centrale uniquement. C'est-à-dire qu'ils sont signés, les billets, vous pouvez regarder, si vous avez un billet chez vous, vous pouvez vérifier qu'il est signé par le billet, il est signé par le président de la Banque centrale européenne ou la présidente. Alors aujourd'hui c'est une présidente, c'est Christine Lagarde. Je ne sais pas si les billets que vous avez dans vos poches sont signés par Christine Lagarde, s'ils sont récents c'est possible, sinon ils sont signés par son prédécesseur qui est Mario Draghi. Donc, quand on change de président de la Banque centrale, eh bien, on change de signature et sur les billets il apparaît autre chose comme signature. Ça c'est important. L'émission, c'est-à-dire que celui qui a l'autorité sur le fait d'émettre des billets, c'est pas votre banque à vous, c'est la Banque centrale européenne. Et donc ça veut dire aussi que les banques commerciales, elles ont besoin d'avoir un compte à la Banque centrale, puisque c'est là qu'elles s'approvisionnent, c'est à la Banque centrale qu'elles s'approvisionnent en billets. Alors concrètement, c'est pas la Banque centrale qui imprime les billets, ils sont imprimés ailleurs, mais c'est elle qui les émet, c'est-à-dire c'est elle qui décide qui doit avoir ces billets. Ces billets sont ensuite physiquement transportés jusqu'aux distributeurs d'argent qui appartiennent aux différentes banques. Alors ces billets de banque, c'est la monnaie fiduciaire, dont on a déjà parlé. C'est pas la principale source de monnaie. Aujourd'hui, finalement, ça représente une part très faible de la monnaie en circulation, puisque l'essentiel des paiements ne se font pas en monnaie fiduciaire, ils se font en monnaie scripturale, c'est-à-dire en jeu d'écriture.
pour obtenir des billets, les banques commerciales doivent donc avoir un compte crédité à la BCE, hein, donc c'est la raison pour laquelle il nous faut qu'elles aient des comptes, mais surtout il faut que ce compte soit crédité, hein, puisque bien sûr dès qu'elles vont demander plusieurs millions liquides dans leur distributeur, eh bien, on va leur enlever en contrepartie le compte, hein, exactement comme vous, quand vous retirez de l'argent, vous avez des billets dans votre poche, mais vous avez moins d'argent sur votre compte. Alors tout le problème est de savoir comment est-ce qu'on peut assurer des liquidités. Alors les liquidités, c'est pas que la monnaie fiduciaire. C'est aussi, je l'ai dit tout à l'heure, le fait de pouvoir payer à une autre banque. C'est-à-dire que vous êtes Société Générale, votre client, votre déposant, il a fait un chèque à quelqu'un qui est à la BNP, donc il faut quelque part que la Société Générale paye l'équivalent de ce chèque, hein, ou de ce paiement en carte de crédit à la BNP. Donc ça veut dire avoir de la liquidité. Si elle n'a pas de liquidité, elle ne peut pas payer, et donc elle est en banqueroute, et donc là, on a un souci. Et donc l'objectif, c'est d'éviter cela. Donc que se passe-t-il? Eh bien, on a un système qui est organisé pour refinancer les banques par la Banque centrale. Alors, c'est vrai de la Banque centrale européenne, mais c'est vrai de toutes les banques centrales. C'est ce qu'elles font, hein, c'est leur fonction première, c'est d'assurer la liquidité des banques. Alors, pour ça, eh bien, il y a un mécanisme. C'est-à-dire que concrètement, la Banque centrale ne dit pas, tiens, vous avez besoin de 10 millions d'euros, pas de souci, hop, je vous mets 10 millions d'euros. En fait, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. La Banque centrale, elle l'accorde des liquidités aux banques commerciales. Alors, un peu comme j'ai dit, 10 millions d'euros, hop, on crédite le compte de la banque commerciale sur 10 millions d'euros, mais elle demande en échange une garantie. Cette garantie, eh bien, c'est une créance que la banque possède, une créance de bonne qualité. Dire, qu'est-ce que c'est qu'une créance de bonne qualité? C'est un actif, hein, on l'a dit tout à l'heure, donc c'est un engagement de l'endetté à rembourser son emprunteur, mais si c'est de bonne qualité, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est solvable, et dont on est certain qu'il est solvable. Concrètement, l'emprunteur de bonne qualité, c'est pas compliqué, aujourd'hui, hein, ça veut dire l'État. C'est-à-dire que concrètement, la Banque centrale demande aux banques des garanties pour verser des liquidités, et l'essentiel des garanties qu'elle demande, c'est les titres sans risque, qui sont les créances de l'État. C'est la raison pour laquelle les banques ont besoin d'obligations publiques. C'est parce que sinon on ne peut pas se refinancer. Alors mettez bien ça dans votre tête, parce que ça explique pourquoi les taux d'intérêt aujourd'hui sont négatifs, hein, pour les taux d'intérêt bancaires français, les taux d'intérêt de l'État. Aujourd'hui, l'État français, il emprunte à des taux négatifs. Pourquoi? Parce que l'actif obligation publique est très demandé par les banques. Il est très demandé parce que c'est avec ça qu'on fait tourner ce qu'on appelle le marché interbancaire. C'est avec ça qu'on fait l'essentiel des opérations financières. Donc, parce que c'est ce qu'on appelle les actifs sans risque. Et ces actifs sans risque sont essentiels. Hein, c'est un peu l'huile qui fait fonctionner le système financier. Et donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les banques commerciales, pour avoir des liquidités sur leur compte, elles ont besoin d'obligations publiques, et donc elles sont en besoin que l'État s'endette. Hein, donc l'État, il s'endette en fait pour permettre aux banques commerciales d'avoir des actifs qu'elles peuvent refiler à la Banque centrale européenne. C'est un peu bizarre comme situation, mais c'est totalement la vérité aujourd'hui. Bon, alors, évidemment, en échange aussi, la Banque centrale demande un taux d'intérêt. C'est ce qu'on appelle le taux de refinancement bancaire. Alors, j'ai dit taux directeur, en fait il y a plusieurs taux directeurs, mais c'est l'essentiel des taux directeurs, hein. Il y en a plusieurs, il y en a 3, c'est le taux de refinancement bancaire. Alors on peut montrer un petit schéma comme ça pour essayer de comprendre un peu mieux. Donc vous avez ici la BCE, hein, donc au sommet, hein, c'est la chef des banques on peut dire. Vous avez en dessous les différentes banques commerciales qui sont des banques privées, hein, ou publiques, mutuelles, ou sociétés anonymes, etc. La banque A, la banque B, la banque C, hein, je ne vais pas les nommer, on s'en fiche. Et donc ces banques, elles ont besoin de liquidités parce qu'elles ont besoin de faire des paiements. Comment vont-elles faire? Alors c'est simple, elles vont déjà mettre en garantie, en pension donc, des créances de bonne qualité, hein, donc obligations d'État. Alors j'ai mis aussi prêts privés. Ça peut être des prêts privés lorsqu'ils sont de bonne qualité, et tous ne sont pas de bonne qualité, donc c'est plutôt les obligations d'État auprès de la BCE. Et donc la BCE, en échange, eh bien, elles vont leur fournir de liquidités. Alors, pendant le temps qu'elles empruntent à la Banque Centrale Européenne,
eh bien, elles devront payer un taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, il est calculé de manière annuelle, donc si on emprunte sur quelques jours, bah, ça ne sera pas grand-chose, mais comme on emprunte des sommes énormes, ça peut faire quand même quelque chose à la fin de la journée. Et donc, la BCE, elle accepte de prêter des liquidités aux banques, mais contre un taux d'intérêt. Alors aujourd'hui, on est dans une situation exceptionnelle, puisque les taux d'intérêt sont de 0%. C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne refinance l'ensemble des banques à un taux de 0. Ce qui veut dire que concrètement, ça ne coûte rien aux banques de se refinancer, à condition bien sûr qu'elles aient des créances de bonne qualité à donner en échange. Bon, alors, ça c'est le mécanisme théorique. Dans la pratique, très souvent, ce qui se passe, c'est que plutôt que de passer par des systèmes un peu compliqués de mise en pension des créances en échange de liquidités, eh bien les banques aussi se prêtent elles-mêmes de l'argent à un taux d'intérêt qui est le même que celui de la BCE, un peu plus cher en général, et qui évite tout un ensemble de procédures. C'est ce qu'on appelle le marché interbancaire. Donc ce marché interbancaire, eh bien, il fonctionne tous les jours en fait. C'est par le biais de ce marché interbancaire que l'essentiel des banques en fait se refinancent. C'est-à-dire qu'en fait, elles se financent en réalité prioritairement par le marché interbancaire, c'est-à-dire plutôt en allant s'emprunter ou se prêter les unes les autres. C'est considérable, hein, les opérations sur le marché interbancaire, c'est énorme. Hein, ça représente tous les jours des dizaines, des centaines de... Bon, je ne sais même pas quoi vous dire, de milliards d'euros, enfin de centaines de millions d'euros, je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas, mais enfin c'est des sommes considérables. En tout cas les stocks, c'est important, hein, c'est presque 30% du bilan. Alors ça c'était traditionnellement comme ça. Et quand elles ne trouvent pas de personnes, d'autres banques pour leur prêter, alors là, elles se tournent auprès de la BCE, qui est en quelque sorte donc ce qu'on appelle le prêteur en dernier ressort. C'est-à-dire que si on ne trouve pas d'autres personnes à emprunter, eh bien on va demander, ou si les taux d'intérêt sont trop importants, on va demander à la Banque Centrale Européenne. Alors ici, je voudrais relater une anecdote extrêmement intéressante. Dans le cas le plus général, ce système fonctionne bien, les banques se prêtent et s'empruntent entre elles, et en fait, elles ont assez peu besoin de la Banque Centrale Européenne pour se refinancer. Mais parfois, il existe des moments de crise bancaire, des moments où les choses sont un peu plus compliquées, et notamment en 2007, à l'été 2007, au moment de la crise des subprimes, il y a eu un certain nombre de pertes qui ont été faites par les banques, et ces pertes étaient tellement importantes que les banques ont eu peur que certaines de leurs collègues banques, hein, que certaines des banques qui appartiennent au marché interbancaire fassent faillite. Hein, parce que pensez qu'une faillite, ça se déclare pas, enfin ça se déclare d'un coup, hein, mais ça n'est pas visible forcément avant. C'est-à-dire qu'avant qu'une entreprise soit en faillite, ben, on ne sait pas trop si elle est en faillite ou pas. Et le problème, c'est que si on prête à une banque qui va faire faillite, ben, on perd son argent. Donc en fait, ce qui s'est passé à l'été 2007, c'est que le marché interbancaire a arrêté de fonctionner. Les banques ont arrêté de se prêter entre elles. Elles sont toutes tournées vers la Banque Centrale Européenne pour emprunter. Et c'est là que la Banque Centrale Européenne s'est mise à prêter des dizaines de milliards, des centaines de milliards d'euros. Hein, là, je sais, c'est des centaines de milliards d'euros qu'elle a prêté en très peu de temps. Alors, là aussi, les volumes étaient importants, mais la durée était faible. Hein, c'était des prêts liquidés, c'est-à-dire sur quelques jours, quelques semaines, quelques mois, pour que les banques, comme elles n'arrivaient plus à se prêter, elles puissent continuer de fonctionner, de payer les unes les autres. Et donc, tout d'un coup, toutes les banques ont commencé à accumuler des réserves dans leur compte banque centrale. C'est-à-dire qu'en fait, pour éviter de se retrouver en manque de liquidité, comme elles ne pouvaient plus emprunter aux autres banques, eh bien, elles ont capitalisé un stock d'argent de liquidité de réserve sur leur compte banque centrale. Et donc, ça a augmenté énormément le bilan des banques, hein, qui, tout d'un coup, avaient beaucoup plus d'argent en réserve. Et ça a duré longtemps. Et ça a duré, et ça dure, en fait, ça revient à chaque fois, maintenant qu'on a une crise bancaire ou une menace de crise, tout d'un coup, les banques, elles arrêtent de se prêter entre elles et puis elles s'empruntent à la BCE qui déverse du coup des centaines de milliards d'euros dans le système bancaire. Mais ces centaines de milliards, en fait, ils restent dans le système bancaire. Ils ne vont pas auprès des ménages, des clients, donc ils n'ont pas d'effet sur l'activité économique réelle. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est ce qui s'est passé avec la Grèce. Alors la Grèce, on a parlé au premier chapitre, hein, c'est un pays qui a été en besoin de financement, qui avait en quelque sorte besoin des autres pays pour se financer, qui avait sans doute une balance commerciale trop faible, donc qui avait du mal à dégager des ressources pour avoir des devises.
et donc ils devaient toujours réemprunter, hein, en quelque sorte, auprès des banques étrangères. Quand la Grèce a fait faillite, ou quasiment, enfin, de fait, c'est ce qui s'est passé, hein, il y a eu un défaut de la dette grecque, il y a eu des cures d'austérité, et face à ces cures d'austérité, eh bien, le gouvernement, enfin, il y a eu des élections, et en 2015, en janvier 2015, arrive un gouvernement grec, hein, mené par Alexis Tsipras, qui est de gauche radicale et qui refuse de continuer de pratiquer une politique d'austérité qui est demandée par les créanciers, parce que les créanciers, ce qu'ils ont fait, c'est que, en gros, comme la Grèce ne pouvait plus se financer auprès des marchés financiers, eh bien, les États européens, la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international, sont venus pour prêter à la Grèce de quoi payer ses fonctionnaires. Hein. C'est ça le cœur du problème. Et donc Alexis Tsipras refuse de continuer de pratiquer des austérités en échange de ces prêts accordés par ses partenaires européens. Donc crise politique, puisque les Européens disent, dans ce cas-là, nous on arrête de vous prêter, vous ne pourrez plus payer vos fonctionnaires et vous allez faire faillite. Alors, dans le cadre de ces négociations, il s'est passé quelque chose d'intéressant, c'est ça dont je voulais vous parler, c'est que la Banque centrale européenne a décidé que puisque il n'y avait plus d'accord entre les pays européens et la Grèce sur le remboursement, les créances, etc., alors les titres grecs devenaient suspects. C'est-à-dire que c'était plus considéré comme titres de bonne qualité. En disant, quand la Banque centrale européenne a dit les titres grecs, les obligations de l'État grec, ne sont plus de bonne qualité, elle a de fait interdit aux banques commerciales grecques de se refinancer auprès d'elles en mettant en garantie les titres de l'État grec. Et ça, c'était très problématique. Parce que ça voulait dire que l'État grec ne pouvait plus émettre d'obligations, parce que les banques n'avaient plus intérêt à acheter les obligations grecques, parce qu'elles étaient refusées par la Banque centrale en garantie en échange de leur liquidité. Mais plus grave que ça, puisque c'était l'essentiel des actifs qu'elles échangeaient, hein, qu'elles mettaient en pension en échange de liquidité, eh bien les banques grecques n'avaient plus rien à mettre en pension. Et donc elles ne pouvaient plus accorder de crédit aux ménages grecs et aux entreprises grecques. Et donc ce qui s'est passé pendant 2015, c'est que cette décision en février 2015, cette décision de la Banque centrale européenne de ne plus accepter pour les opérations de refinancement des obligations de l'État grec, ça a fait que les banques grecques ne pouvaient plus prêter d'argent aux ménages et aux entreprises grecques. Et ça, évidemment, c'est extrêmement dangereux, parce que c'est un effondrement, en fait, du système bancaire et financier. La banque ne peut plus être une banque. Et donc, cette décision, qu'on peut dire assez politique de la Banque centrale européenne, parce que la Banque centrale européenne, elle était aussi dans le camp des créanciers qui négociaient avec la Grèce. C'était une façon d'exclure les Grecs de leur propre monnaie. C'est-à-dire que concrètement, la Banque centrale européenne, dont la fonction première, je vous l'ai dit, c'est de refinancer le système bancaire, refusait de fait de financer le système bancaire grec, c'est-à-dire que la Banque centrale européenne avait pris en quelque sorte son indépendance par rapport au gouvernement grec et à l'État grec. Je le dis parce que politiquement c'est extrêmement grave. Hein. Ça veut dire qu'une autorité indépendante peut décider de faire pression, hein, peut décider à un peuple entier de ne plus avoir accès à sa monnaie. Alors bien sûr, il y avait des arguments, hein, derrière la Banque centrale européenne, puisqu'évidemment, officiellement, c'est pas une autorité politique, la Banque centrale européenne, c'est une autorité technique, hein, c'est une administration. Mais elle dit, ben voilà, l'argument c'était, les obligations de l'État grec n'ont plus la garantie de ses créanciers des autres États européens, parce qu'il n'y a plus d'accord, donc moi je les accepte plus comme système de refinancement, et alors, quelque part, donc l'argument se comprend d'un point de vue technique, mais bien sûr, politiquement, ça veut dire que les Grecs n'ont plus accès à leur propre monnaie, et la seule façon d'en s'en sortir pour Alexis Tsipras aurait été de créer une monnaie parallèle, hein, une nouvelle banque centrale, de nationaliser la banque centrale grecque, et de lui demander d'émettre de nouveaux euros, ou des drachmes, ou d'autres monnaies, pour continuer de faire fonctionner le système bancaire. Hein, mais si je vous en parle de ça, c'est parce que c'est extrêmement intéressant, comment ce système-là, qui paraît bien fonctionner, etc., peut quand même commencer à déraper totalement si la Banque centrale décide, tiens, finalement, j'accepte plus cela en créance. Alors,
je vais prendre une pause, il est midi, hein, et puis je vais en même temps, je vais lire vos questions, et puis on va reprendre après sur, donc, enfin, les mécanismes de création. Des questions. Première question. Est-ce que le FMI appartient à l'ONU? Non, pas du tout. Le Fonds monétaire international n'a rien à voir avec l'ONU. D'ailleurs, je vous ai dit que les accords de Bretton Woods, il y avait l'URSS qui était dedans. Mais l'URSS n'a pas ratifié les accords de Bretton Woods, hein, donc n'a jamais fait partie du FMI, alors qu'elle a fait partie de l'ONU. Hein, donc ce sont deux choses différentes. Qu'est-ce qui fait qu'on a confiance dans un papier-monnaie alors que c'est plus adossé à de l'or, mais à une créance? Alors, c'est une question compliquée, ça, parce que oui, c'est vrai que la créance, on la voit pas vraiment, elle n'est pas matérielle comme de l'or, et c'est vrai qu'on peut se dire, bah tiens, finalement, c'est pas de la vraie valeur, c'est pas de la vraie monnaie. La réalité, c'est que une créance a de la valeur, puisqu'elle s'échange, les obligations publiques, les obligations d'entreprise s'échangent sur les marchés financiers. Même si on les voit pas, voilà, c'est quand même des objets de valeur. En réalité, ce que vous dites, c'est qu'au fond, la monnaie a de la valeur parce qu'on a confiance en cette monnaie, et c'est vrai. Qu'est-ce qui fait qu'on a confiance en cette monnaie? Pas simplement le fait qu'elle est fondée sur la créance, mais en fait le fait qu'elle est fondée sur une économie, parce que finalement la valeur de la créance elle est même issue de la valeur globale de la production de richesse de cette économie. Et donc c'est bien la solidité de l'économie qui détermine en fin de compte la solidité de la monnaie, et c'est aussi le fait, il ne faut pas l'oublier, qu'une monnaie a un cours légal, et que ça veut dire que comme elle a un cours légal, la loi autorise ou impose que cette monnaie soit utilisée dans les échanges. Et donc évidemment, ça fait que quelque part, ça permet de garantir une partie de la confiance. Oui, il n'y a pas de convertibilité de la monnaie fiduciaire. Quelqu'un m'a dit, c'est une monnaie fiduciaire, leur valeur est basée sur la confiance envers les banques. À maintenir la convertibilité de la monnaie, non. Puisqu'il n'y a pas on ne convertit pas une monnaie en créance, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, la monnaie n'est plus convertible. C'est ça aussi, il faut le comprendre. Voilà, les marchés interbancaires, c'est ça. Il n'y a pas des flux de monnaie fiduciaire entre eux. Il y a uniquement des prêts. C'est-à-dire que les marchés interbancaires, c'est bien que des prêts entre les banques elles-mêmes. Alors, avant de reprendre le cours, je vous en ai parlé, que j'ai publié ce magnifique livre Populisme et néolibéralisme qui sent bon, qui est très bien, qui cale les tables parfaitement. Alors si je vous en reparle aujourd'hui, c'est parce que si ça vous intéresse bien sûr, je vais faire une séance de discussion autour de ce livre, cet ouvrage, avec un collectif. Je sais pas trop qui c'est en fait. Il s'appelle Ne les laissons plus faire. Bon, c'est un collectif qui s'est monté pendant la pandémie, et donc ils m'ont demandé de parler de mon ouvrage, et donc c'est sur Facebook. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle. C'est un live chat sur Facebook ce soir à 19h. Voilà, donc si vous voulez que je vous en parle, eh bien vous pourrez vous connecter et même poser des questions dans le chat. Alors, donc il est midi 10, et donc c'est l'heure de reprendre le cours du cours. Bon, donc on avait ce système bancaire européen, donc on est d'accord. Voilà, donc je pense que tout ça est fait. Et donc maintenant, eh bien, allons sur la question des principes de la création monétaire. Comment on crée la monnaie aujourd'hui? Alors premièrement, commençons par dire que aujourd'hui, en Europe, en France, on a deux sortes de monnaies différentes en circulation, la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. Alors, je ne compte pas dans ces monnaies en circulation tout ce qui peut faire objet de monnaie, mais qui n'a pas d'existence légale et qui n'a pas officiellement de valeur monétaire. Par exemple, éventuellement, toutes les devises, toutes les autres moyens de paiement étrangers, des dollars, des yens, je ne sais quoi, tout ça pourrait tout à fait circuler entre les gens librement, mais en fait on n'est pas tenu de les accepter, et même on est même tenu de ne pas les accepter. Plein de choses peuvent servir de monnaie, et y compris d'ailleurs les crypto-monnaies, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui des crypto-monnaies. Seulement si vous voulez acheter du pain dans votre boulangerie, vous allez avoir du mal à payer en crypto-monnaie. Donc ça reste
comment dire, des moyens de paiement qui sont marginaux. Les moyens de paiement officiels, c'est l'euro, et l'euro aujourd'hui circule que de deux manières, soit par les papiers monnaie, par les papiers et les pièces de monnaie, soit par le paiement sous forme de carte de crédit ou de monnaie électronique. Bon, essentiellement, maintenant, c'est des cartes de crédit, puisque maintenant, on peut, avec le sans contact, payer extrêmement facilement des petites sommes avec les cartes de crédit. Et donc, en fait, la monnaie en circulation, c'est deux choses. C'est les pièces et les billets, donc l'ensemble de la monnaie fiduciaire. Ces pièces, ces billets, n'oubliez pas, ils sont le monopole de la Banque Centrale Européenne, donc ils sont émis par la Banque Centrale Européenne en fonction de la demande de qui? Des banques. C'est les banques qui demandent de convertir leurs créances, leurs liquidités en monnaie fiduciaire pour approvisionner leur compte, comment ça s'appelle, leur distributeur d'argent. En passant, elle passe aussi beaucoup par la distribution de monnaie fiduciaire par les commerçants. Par exemple, vous avez déjà remarqué qu'il est absolument impossible d'obtenir des billets de 5 euros dans les distributeurs. On ne trouve pas de billets de 5 euros dans les distributeurs, et pourtant vous avez bien des billets de 5 euros dans votre poche. Comment ils sont arrivés dans votre poche? Par les commerçants. C'est-à-dire que ce sont les commerçants qui s'approvisionnent en billets de 5 euros, et en pièces d'ailleurs de billets. Toutes les pièces de billets que vous avez dans votre poche, c'est pareil, elles viennent forcément d'un commerçant, puisque vous n'avez pas pu les obtenir dans les distributeurs d'argent. Donc on a ces deux moyens par lesquels la monnaie fiduciaire circule, c'est par l'intermédiaire des distributeurs d'argent, mais aussi par l'intermédiaire des commerçants, qui aussi s'approvisionnent auprès des banques, ce qu'on appelle, ils font leur fonds de caisse, comme ça, pour avoir la monnaie à vous rendre. Bon, mais l'essentiel de la monnaie, j'ai mis plus de 90%, mais en réalité aujourd'hui je pense qu'on est largement à plus de 95%, de la monnaie, c'est une monnaie écriture, une monnaie qui en fait n'existe que sur votre compte, c'est-à-dire qu'elle est écrite dans votre livret que vous recevez, maintenant on le reçoit par internet, mais mais elle n'est pas sous format physique, donc c'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Cette monnaie, elle n'est pas créée par la Banque Centrale Européenne, elle n'est pas émise par la Banque Centrale Européenne, elle est créée par le crédit bancaire. Dans le cas du crédit bancaire, et je vais vous expliquer comment. D'ailleurs, je préfère dire qu'elle est créée par le crédit bancaire plutôt que de dire ce qu'on entend très souvent, qu'elle est créée par les banques. Parce que certes, elle est créée dans une opération de crédit bancaire, donc forcément ça passe par une banque. Mais la banque seule ne peut pas créer, on va le voir, de la monnaie, elle a besoin d'un emprunteur pour créer la monnaie. Et donc ça veut dire que c'est autant la banque que l'emprunteur qui crée la monnaie. Donc pour être tout à fait exact, il ne faut pas dire, si vous le dites c'est pas faux, mais a priori on ne devrait pas dire uniquement la banque crée de la monnaie, comme si la banque seule pouvait créer de la monnaie, parce que ça c'est faux. On doit dire le crédit bancaire crée de la monnaie, et ça veut dire une opération commerciale entre un emprunteur et une banque qui crée de la monnaie, c'est-à-dire que la monnaie était créée à deux, elle n'est jamais créée toute seule, par une seule personne, c'est ça que je veux dire. Bon, alors comment concrètement ça se passe? C'est dans le cadre du crédit que la monnaie est créée. Alors on a bien ici cette même idée que je vous ai déjà dite, c'est-à-dire que la contrepartie de cette monnaie c'est une dette ou une créance, c'est la même chose. La dette c'est vu du point de vue de l'emprunteur, la créance c'est vu du point de vue du prêteur, et donc cette dette doit être remboursée par la personne qui a emprunté, et donc la monnaie elle est émise en contrepartie de cela. Alors après, deux cas de figure sont possibles, parce que qu'est-ce qui se passe avec cette dette? Elle peut disparaître lors du remboursement. Donc vous avez emprunté, vous êtes une entreprise, emprunté pour produire quelque chose, vous produisez quelque chose, vous devenez, vous gagnez de l'argent, vous remboursez votre banque avec des intérêts. Une fois, alors l'intérêt, ça va être le revenu de la banque, la dette qui va être remboursée, le capital, et ça ne va pas être un revenu de la banque, ça va disparaître en fait. Ça veut dire que concrètement, une fois que vous remboursez la banque, cet argent en fait disparaît de votre compte. Et le compte, souvenez-vous, le compte c'est ce que la banque vous doit, et donc ça disparaît, et donc personne ne l'a en fait, cette dette, cet argent disparaît en fait simplement. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on va aussi avoir une disparition monétaire, comme il y a eu création monétaire au moment du crédit. Mais alors il peut aussi se passer la chose suivante, c'est que vous n'êtes pas capable de rembourser votre dette, vous faites faillite.
Alors là, ça veut dire, ça va créer une forme de déséquilibre hein, finalement, puisque la monnaie va rester en circulation dans l'économie, et surtout la banque va voir son bilan détérioré, c'est-à-dire que la banque, eh bien, elle doit de l'argent à d'autres gens, mais elle ne récupère pas le capital qu'elle a prêté, et donc la banque peut faire faillite. Alors ça aussi, il faut bien comprendre que du point de vue d'une banque, prêter de l'argent, ce n'est jamais sans risque. Et les banques peuvent faire faillite. C'est aussi pour ça que je vous explique que la banque ne crée pas de l'argent comme elle veut. Si les banques pouvaient créer de l'argent comme elles voulaient, à tout moment, auprès de n'importe qui, auprès d'elles-mêmes, par exemple, eh bien, il n'y aurait jamais de faillite bancaire. Or, il y a des faillites bancaires. Et ça pose un vrai problème, parce que souvenez-vous, quand une banque fait faillite, tous les dépôts des ménages pourraient ne pas être remboursés. Alors, concrètement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'État garantit les dépôts bancaires à hauteur de 100 000 euros, en théorie. Ça veut dire que si une banque fait faillite, toutes les personnes qui ont de l'argent dans cette banque et qui ont des comptes à approvisionner de moins de 100 000 euros sont remboursées par l'État. Mais l'État, c'est le contribuable. Hein, donc ça veut dire que ça coûte quand même très cher à l'État de sauver son système bancaire. Pensez à l'Irlande, qui n'avait quasiment aucune dette publique en 2007 et qui s'est retrouvée, avec la faillite de son système bancaire, à dépenser énormément d'argent. C'est-à-dire que l'État irlandais a mis des centaines de milliards d'euros hein, pour sauver son système bancaire. Bon, bref, tout ça pour vous dire que la monnaie est créée en contrepartie d'une dette, que cette dette peut être remboursée, dans ce cas la monnaie est détruite, que si elle n'est pas remboursée, alors la monnaie va rester en circulation et ça va poser un certain nombre de problèmes, ça peut poser un certain nombre de problèmes, mais surtout, la banque peut faire faillite, et donc il faut qu'elle fasse attention, bien sûr, quand elle prête, il faut qu'elle prête à des gens qui peuvent lui rembourser. Alors, que se passe-t-il si beaucoup d'argent est en circulation, trop d'argent est en circulation? A priori, on pourrait penser qu'il n'y a pas forcément trop d'argent en circulation, puisque par définition, l'argent est créé au moment du crédit bancaire, et donc quelque part, il s'adosse à une activité économique. C'est-à-dire que concrètement, si une entreprise fait un crédit bancaire, ou si un ménage fait un crédit bancaire, c'est bien pour procéder à des achats, c'est bien pour procéder à des choses, et donc quelque part, l'argent est créé en fonction des besoins de l'économie, et donc a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait un décalage énorme entre l'argent créé et les besoins globaux de l'économie. Néanmoins, on pourrait penser que si par exemple beaucoup de gens font faillite, il est possible que de l'argent soit créé sans qu'il disparaisse, hein, puisque les prêts ne sont pas remboursés. Et donc on a une théorie qui dit que si on a une croissance monétaire trop importante par rapport aux besoins de l'économie, hein, alors il pourrait apparaître de l'inflation. Alors cette théorie, c'est ce qu'on appelle la théorie quantitative de la monnaie, quantitative donc de la monnaie, c'est-à-dire qui dit que c'est la quantité de monnaie en circulation trop importante par rapport aux besoins de l'économie qui est la conséquence de l'inflation, enfin qui engendre de l'inflation. Et en quelque sorte de la baisse de la valeur de la monnaie. Alors pour comprendre intuitivement cette théorie quantitative de la monnaie, on peut raisonner de manière simple. Alors là aussi, un raisonnement simple, c'est souvent un raisonnement faux, je vais y faire revenir tout à l'heure. Mettons que par exemple, vous ayez une économie qui produit, je ne sais pas moi, 10 biens hein, de richesse. Bon, 10 biens, je ne sais pas, il y a un seul bien dans l'économie, hein, c'est facile. Bon, mettons, voilà, des stylos. Bon, on produit 10 stylos dans l'économie et on a une quantité de monnaie de 20. Finalement, ça veut dire que chaque stylo va coûter 2 euros. Hein, puisque l'argent qu'on a ne peut être dépensé qu'en stylos, il n'y a que 10 stylos, donc tout le monde va vouloir des stylos, et tout le monde va, finalement, à la fin, l'équilibre va se faire, le stylo vaut 2 euros. Maintenant, vous augmentez la masse monétaire, vous passez à 30 euros, à 40 euros. Comme il n'y a toujours que 10 stylos, ça va faire augmenter le prix du stylo. Il va venir à 3 euros, à 4 euros. Bon, ça c'est la base de la théorie quantitative de la monnaie. C'est-à-dire que la valeur de la monnaie est déterminée par le montant de richesse que la monnaie peut acheter. Alors, elle n'est pas totalement fausse, cette théorie, dans le sens où, par définition, j'en ai déjà parlé, la richesse n'est pas la monnaie. C'est-à-dire que vous donnez de l'argent aux gens, mais il n'y a pas de richesse produite, cet argent n'a pas de valeur. Néanmoins, elle est extrêmement simpliste, parce que on est en train de comparer un stock et un flux. Alors, le stock c'est quoi? Le stock c'est l'argent en circulation. Mais l'argent en circulation, il est un stock, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a les comptes bancaires approvisionnés, la masse des pièces et billets, bon, il y a un stock d'argent. Mais en fait, cet argent peut être dépensé plusieurs fois, puisque vous recevez de l'argent, vous pouvez le dépenser maintenant, vous pouvez le dépenser plus tard. Donc un même euro peut acheter plusieurs choses à la fois.
surtout dans une économie avec beaucoup de biens, beaucoup d'agents différents, des acheteurs, des vendeurs. Donc il faut tenir compte de quelque chose d'autre, qui est de la vitesse de circulation de l'argent. Ça va dépendre en fait de la capacité des gens à dépenser. Donc en fait, quelque part, de le montant, la propension à dépenser de l'argent. Bon, à consommer, ça veut dire. À l'inverse, si tout le monde commence à épargner, alors l'argent est en stock très important, mais il n'achète pas de richesse. Donc là, vous vous retrouvez avec des prix qui vont baisser. Mettons que vous ayez 40 euros de masse monétaire, mais personne ne veut acheter de stylos. Alors les vendeurs de stylos, ils vont se retrouver à baisser leur prix pour essayer de vous convaincre d'acheter leur stylo. Donc on peut avoir une masse monétaire extrêmement importante, des stylos qui restent 10 stylos, mais vous n'aurez pas 4 euros par stylo, mais vous pouvez avoir 1 euro parce que les gens ils préfèrent épargner de l'argent. Donc vous voyez que là, il faut mettre en avant une autre idée dans la théorie quantitative de la monnaie, qui est la vitesse de circulation de l'argent, qui va dépendre du taux d'épargne, du taux de consommation et d'investissement. Est-ce que les gens préfèrent dépenser leur argent ou est-ce qu'ils préfèrent le garder en réserve? Bon, alors là, le problème, c'est que du coup, on ne sait plus si c'est la masse monétaire qui détermine véritablement les prix, ou si c'est la vitesse de circulation qui elle-même est décidée par les niveaux d'épargne et par des comportements qui n'ont rien à voir avec la question de la quantité de monnaie. Et ces comportements, ils sont liés à la confiance qu'on peut avoir dans l'économie, puisqu'on va dépenser davantage quand on a confiance, on va dépenser davantage quand ses revenus vont augmenter, et qu'on va se dire, c'est le moment d'investir, par exemple. Et donc ça veut dire que ici, ça veut dire que l'inflation n'est pas du tout liée à la quantité de monnaie, mais elle est liée au fait au comportement des agents. Et dans ce cas-là, ça veut dire que la théorie quantitative de la monnaie, en fait, c'est un peu une erreur, c'est un peu une simplification à outrance de la manière dont fonctionnent les rapports entre monnaie et richesse réelle. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas si simple, cette théorie elle est en fait assez contestable, puisque finalement si on intègre la question de la vitesse de circulation, on ne sait plus ce qui détermine finalement la vitesse de circulation, c'est plein de choses qui peuvent être totalement différentes simplement de la quantité de monnaie en circulation. C'est un grand débat, je n'ai pas à revenir là-dessus, voilà, il faut vous dire qu'il y a une réflexion qui se fait chez les économistes, savoir qu'est-ce qui est la base de l'inflation. Aujourd'hui par exemple, on a les bilans des banques centrales qui sont extrêmement importants, donc on se dit qu'il y a une masse monétaire plus importante, et en même temps on a une inflation très faible, parce qu'en fait, derrière la question de l'inflation, se trouvent plein d'autres choses qui ne sont pas simplement liées à la quantité de monnaie, qui sont liées au comportement des acteurs, qui sont liées aussi à la concurrence, c'est-à-dire que les prix ne peuvent pas augmenter si y a aussi les salaires sont faibles, si on est en concurrence avec des Chinois, donc là ça va être des choses qui sont totalement extérieures à la question de la monnaie. Et en fin de compte, en fait, en économie, on n'arrive pas à prouver qu'est-ce qui est au cœur de l'inflation. Du coup, on n'est pas d'accord entre économistes. Bon, alors, je vous ai dit, l'argent est créé par le crédit bancaire. Je vous ai dit aussi que parfois, on simplifie en disant les banques créent de l'argent, qui sont les institutions qui créent la monnaie. Et je vous dis, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, faisons comme si. Faisons comme si les banques accordaient des crédits, donc forcément, elles décident de créer la monnaie quand elles accordent des crédits. Est-ce qu'il y a une limite à la capacité d'une banque à créer de la monnaie? Oui. Une banque ne peut pas créer tout ce qu'elle veut comme monnaie. Alors, première limite évidente dont je viens de parler, c'est qu'il faut un emprunteur. Si on n'a pas d'emprunteur, on ne peut pas créer du crédit bancaire, donc on ne peut pas emprunter. Il y a aussi d'autres raisons. Imaginez que vous avez plein de gens qui veulent vous prêter de l'argent. Est-ce que vous allez prêter de l'argent à tout le monde? Pas forcément. Parce qu'il faut que vous soyez, que vous gardiez de la liquidité par devers vous. Parce que si vous prêtez de l'argent, vous approvisionnez un compte d'un de vos clients. Ce client, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Il va le dépenser. Et donc ça veut dire qu'il va falloir que vous payiez une banque. Donc si vous n'avez pas d'argent en liquidité à côté, par exemple, vous versez 10 000 euros à quelqu'un, s'il dépense 9 000 euros de ces 10 000 euros, il va falloir que vous payiez à une autre banque. Si vous n'avez pas de liquidité, vous ne pouvez pas créditer un compte. Donc il y a aussi ce problème-là. Et puis il y a aussi l'autre problème, qui est, je le mets en deuxième ici, qui est le fait qu'il y a une chance que l'emprunteur ne vous rembourse pas. Et ça c'est très grave parce que vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc il faut être certain de pouvoir assumer la possibilité d'une perte. C'est ce qu'on appelle un ratio de solvabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque doit s'assurer qu'elle ne fera pas faillite si le prêt n'est pas remboursé. Donc elle doit avoir des réserves. Et pas cette fois-ci pas des réserves en liquidité, on va le voir, mais
ce qu'on appelle des fonds propres, c'est-à-dire de l'argent qu'elle possède, pas de la richesse qu'elle possède, qui lui permet d'assurer, d'essuyer sa perte, si jamais elle perd, de ne pas rentrer en faillite. Alors le problème, c'est qu'une banque, ça prête beaucoup d'argent. C'est ça son activité principale. Plus elle prête, plus elle a de chiffre d'affaires, donc elle cherche, comme toutes les entreprises, à maximiser son chiffre d'affaires, donc à maximiser ses prêts. Le problème, c'est que plus elle finit par prêter tellement que si jamais il y a une partie des prêts qui ne sont pas remboursés, elle peut faire faillite. Donc elle doit garder ce qu'on appelle un ratio de solvabilité, c'est-à-dire elle doit avoir de l'argent, des réserves, qui lui permettent d'assurer de ne pas tomber en faillite si elle n'est pas remboursée. Et on demande aujourd'hui aux banques à avoir des ratios de solvabilité équivalents à 8% des prêts qu'elles ont octroyés. Ça veut dire qu'elle doit avoir des fonds propres, de l'argent en propre, c'est ça que ça veut dire, qui correspond à un minimum 8% des prêts qu'elles accordent. C'est pas beaucoup. Ça veut dire que si le montant des créances, si 10% des créances qu'elles ont octroyées disparaissent, eh bien elles sont en faillite. C'est ça que ça veut dire, les ratios de solvabilité. C'est-à-dire que si vous dépassez, s'il y a un taux de non-recouvrement de vos créances supérieur à 8%, eh bien vous êtes en faillite. Parce que vos fonds propres ne permettent pas d'assurer les pertes. Donc ça veut dire que eh bien, vous êtes avec un bilan négatif, et donc vous êtes dans une situation de faillite. Et donc ça arrive, bien sûr, lorsque des banques prêtent pas à bon escient, c'est-à-dire à des entreprises qui risquent de faire faillite. Donc je reprends, donc deuxième contrainte, donc première contrainte, c'est la liquidité. Il faut qu'elle garde de la liquidité pour faire face aux paiements qui vont être engendrés par la personne qui en a prêté. Donc il faut qu'elle garde un ratio de liquidité. Deuxièmement, il faut qu'elle fasse attention à ce qui se passe si le prêt n'est pas octroyé. Donc il faut qu'elle reste solvable. Donc il faut qu'elle maintienne un ratio de solvabilité. Aujourd'hui, légalement, c'est 8% des fonds propres à peu près. Et puis troisièmement, ce qui va contraindre aussi la banque dans ses prêts, c'est les taux d'intérêt de la Banque centrale, puisque évidemment, si on prête de l'argent, il va falloir récupérer cet argent, donc retrouver un refinancement de la part de la Banque centrale, et vous vous souvenez, le refinancement de la Banque centrale ne sont pas gratuits. Alors en fait, aujourd'hui ils sont gratuits, mais en général ils ne sont pas gratuits, donc il y a un taux d'intérêt qui est payé, soit auprès de la Banque centrale, soit auprès du marché interbancaire, pour approvisionner le compte de la personne qu'on va approvisionner. Donc voilà, donc il y a des contraintes en fait. Une banque ne peut pas s'amuser à prêter à qui elle veut, comme elle veut, n'importe comment. Elle ne peut pas créer autant d'argent qu'elle veut. D'une part, donc je répète, il faut, je ne l'ai pas dit ici dans les listes, mais ça fait partie des conditions, il faut un emprunteur, premièrement. Deuxièmement, il faut assurer un peu de liquidité pour faire face aux dépenses courantes, des dépôts qu'on a, des ménages. Troisièmement, il faut qu'elle fasse attention au cas où leur prêt n'est pas remboursé, qu'elle maintienne un ratio de solvabilité. Et quatrièmement, il faut qu'elle paye des taux d'intérêt. Donc en fait, je vous ai mis 3 ici, en fait ça fait 4 avec l'existence d'emprunteurs. Mais ça veut dire aussi, tout ça, que la Banque centrale peut en quelque sorte piloter la création monétaire. Elle peut décider de faciliter ou de rendre plus difficile la capacité des banques à prêter de l'argent à leurs clients. Alors comment elle peut le faire? Eh bien justement en jouant sur ces 3 choses-là. Elle peut, première chose qu'elle peut faire, elle peut modifier les règles prudentielles. Elle peut dire, le ratio de liquidité, il était de 10%, maintenant il passe à 15%. Bon, en fait, elle n'utilise pas trop ça, parce que le ratio de liquidité, finalement, c'est pas la chose la plus importante, la plus grave, puisque elle est toujours là pour verser les liquidités. Par contre, elle est beaucoup plus attentive sur ce qu'on appelle les ratios de solvabilité. Attention, si vous prêtez trop d'argent, et ça c'est ce qui s'est passé après la crise des subprimes, c'est que la Banque centrale européenne a demandé aux banques d'augmenter leur ratio de solvabilité, c'est-à-dire d'avoir de plus en plus d'argent en réserve en fonction des prêts qu'elles accordent. Donc c'est ce qu'on appelle les règles prudentielles. Alors il y a plein d'autres règles prudentielles que celle-là, il n'y a pas de ratio de solvabilité, je vous parle de celui-là pour simplifier, mais il y a plein de choses qui sont exigées des banques, notamment il faut qu'elles calculent leurs risques, il faut qu'elles fassent attention à où elles investissent, il faut aussi qu'elles aient une comptabilité fiable, etc. Aujourd'hui, les grandes banques européennes sont directement surveillées par la Banque centrale européenne. C'est ce qu'on appelle les banques systémiques, c'est-à-dire des grandes banques qui, lorsqu'elles s'écroulent, peuvent menacer l'ensemble du système bancaire. Parce qu'évidemment, quand une grande banque fait faillite, tous ses créanciers perdent de l'argent,
Et les premiers créanciers des banques, ce sont les banques et les autres banques, via le marché interbancaire et d'autres choses de ce genre. Donc il ne faut pas qu'une grande banque fasse faillite, sinon ça peut menacer l'ensemble du système bancaire et voire l'ensemble de l'économie. Donc elles sont surveillées par la Banque Centrale Européenne qui leur demande d'appliquer des règles, d'être prudentes dans la manière dont elles octroient du crédit. Bon, puis il y a un autre mécanisme qui est beaucoup plus utilisé, qui est le principe des taux directeurs. Selon qu'on va refinancer les banques à 0% comme aujourd'hui, ou à 5%, ou à 8%, ou à 15%, vous comprenez bien que les banques n'auront pas la même incitation à prêter de l'argent. C'est-à-dire que si les taux d'intérêt des banques centrales, les taux de refinancement, les taux directeurs sont trop importants, alors ça va limiter l'envie des banques de prêter de l'argent. Et en fait, on peut dire aujourd'hui que les banques centrales gèrent la création monétaire, c'est-à-dire le fait que les banques accordent des crédits, en gérant d'une part les règles prudentielles qui sont imposées aux banques lorsqu'elles octroient des crédits. Donc en renforçant les règles prudentielles, qu'est-ce qui va se passer? Les banques pourront moins prêter d'argent, donc il y aura moins de création monétaire. Ou au contraire, parfois, les banques centrales vont limiter la création monétaire en augmentant les taux d'intérêt directeurs, ou au contraire, elle va susciter la création monétaire en baissant les taux d'intérêt directeurs. Alors c'est là qu'on dit que la Banque centrale a un arbitrage à faire entre l'inflation et la croissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle doit choisir entre faciliter la lutte contre l'inflation ou faciliter la croissance économique. Comment concrètement on fait ça? Alors là, il faut revenir sur la théorie quantitative de la monnaie, qui est aujourd'hui la théorie en vigueur auprès de la Banque Centrale Européenne, même si elle est beaucoup critiquée par les économistes. La Banque Centrale Européenne nous dit la chose suivante: l'inflation, c'est à cause du fait qu'il y a trop de création monétaire. Donc, si on veut limiter la création, si on veut limiter l'inflation, si l'inflation commence à déraper, elle commence à être trop importante, alors pour la Banque Centrale Européenne, l'inflation trop importante, c'est au-dessus de 2%. Si l'inflation est supérieure à 2%, alors il faut augmenter le taux d'intérêt. En première mesure, augmenter le taux d'intérêt, c'est-à-dire faire en sorte de rendre plus coûteux le prêt pour les banques. Du coup, les banques, elles vont rendre plus coûteux les prêts pour les ménages et les entreprises. Du coup, les ménages et les entreprises vont moins emprunter. Du coup, il y aura moins de création monétaire. Et comme elles pensent que l'inflation est liée à la quantité de monnaie en circulation, s'il y a moins de création monétaire, forcément, il y a moins d'inflation. Ça, c'est la manière dont les banques centrales, en général, gèrent l'inflation. Mais alors, on pourrait dire, dans ce cas-là, super, augmentons les taux d'intérêt le plus élevé possible, comme ça, il n'y aura plus du tout d'inflation. Oui, mais le problème, c'est que si on augmente les taux d'intérêt à des niveaux très élevés, que va-t-il se passer? Il n'y aura plus de crédit bancaire, ou il sera beaucoup plus limité. Et donc le problème, c'est que les entreprises vont avoir du mal à emprunter de l'argent, donc elles vont avoir du mal à financer leurs investissements. Et donc, on va le voir d'ailleurs dans pas le prochain chapitre, mais celui d'après, que si les entreprises ne peuvent plus investir, ça va limiter la croissance économique. Donc, si on veut non pas lutter contre l'inflation, mais favoriser la croissance économique, là, il faut plutôt baisser les taux d'intérêt. Alors, on se retrouve avec un problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois augmenter les taux d'intérêt et baisser les taux d'intérêt. Donc, on ne peut pas à la fois lutter contre l'inflation et favoriser la croissance économique. C'est la raison pour laquelle il y a un arbitrage. En gros, qu'est-ce que fait que la Banque Centrale Européenne aujourd'hui? Elle a un indice d'inflation cible. C'est ce qui est marqué ici. L'objectif de la BCE, c'est avoir une inflation inférieure mais proche de 2%. C'est dans les textes, c'est marqué comme ça. Inférieure mais proche de 2%. Ça veut dire que lorsque l'inflation est trop faible, lorsqu'elle est proche de 0 ou de 1% par exemple, elle n'est pas proche de 2%, alors qu'est-ce que la Banque Centrale va faire? Eh bien, elle va chercher à favoriser le crédit bancaire. Parce qu'il faut remonter le taux d'inflation. Parce que, comme ça favorisera aussi la croissance économique et puis tout le monde sera content. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les taux d'intérêt et on allège éventuellement les règles prudentielles. Alors, on ne le fait pas trop en ce moment, là, on a un peu peur des règles prudentielles. Donc, on n'allège pas trop les règles prudentielles, mais on baisse les taux d'intérêt. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a des taux d'intérêt de refinancement bancaire de 0%, parce que la Banque Centrale Européenne, elle cherche à favoriser le crédit bancaire, elle cherche à favoriser la croissance économique, parce que d'abord, c'est son objectif aussi, elle doit favoriser les politiques économiques de l'Union Européenne en même temps,
Donc elle va avoir des taux d'intérêt faibles, et puis parce que l'inflation est trop faible. L'inflation est bien inférieure à l'objectif de la Banque Centrale Européenne. Et sans doute que nous verrons qu'en 2020, l'inflation va être aussi très 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 faible. Parce qu'en fait, concrètement, y a pas, les commerçants ne sont pas trop incités à augmenter leurs prix lorsqu'ils ont du mal à vendre. Donc il y a un arbitrage entre croissance économique et inflation. Si au contraire, on est dans un cas de figure où il y a trop d'inflation, mais taux d'inflation dépasse les 2%, elle arrive à 3 à 4%, et bien alors là, qu'est-ce que va faire la Banque Centrale Européenne? A priori, elle va chercher à limiter la création monétaire, et pour cela, elle va augmenter ses taux d'intérêt directeurs, de manière à augmenter le coût du crédit pour les banques, et donc ça augmentera le coût du crédit pour les ménages et les entreprises. Ok? Donc là aussi, vous regardez les articles, tapez sur Google taux de refinancement bancaire ou taux de directeur BCE, vous verrez des articles qui disent voilà, aujourd'hui la Banque Centrale Européenne a décidé de maintenir son taux d'intérêt directeur à 0%, ça fait un bout de temps que c'est comme ça, moi je ne change plus mon cours, c'est toujours 0% depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce que il faut favoriser la croissance, parce que les taux d'inflation sont trop faibles, et donc on est à 0%. Est-ce qu'on pourrait avoir des taux d'intérêt directeur négatifs? Il y en a quelques-uns qui sont négatifs, alors je fais un peu complexe, mais c'est pas le taux de refinancement, c'est d'autres taux. Mais globalement, je sais pas, peut-être qu'un jour on aura des taux d'intérêt directeurs négatifs, ce qui serait vraiment une grande première. Parce que là, on ne peut plus favoriser la croissance, parce qu'on est à zéro. Donc comment on fait lorsqu'on a les besoins d'avoir de la croissance économique pour rembourser toutes les dettes Covid, par exemple. J'ai entendu Bruno Le Maire dire ce matin sur France Inter qu'il fallait rembourser la dette Covid, et donc il fallait faire par la croissance, et puis par la réforme des retraites aussi, bien sûr, évidemment. C'est-à-dire diminuer les prestations retraite. Comment il va faire pour lancer la croissance? Moi, je l'attends de pied ferme pour voir comment il va faire, parce que il faut la croissance, c'est gentil, mais il faut expliquer comment, quoi. Et la Banque Centrale Européenne, elle est déjà à 0%, elle va avoir du mal à favoriser la croissance. Oui, alors du coup, il ouvre les commerces. C'est bien, parce qu'évidemment, quand les commerces sont fermés, la croissance, c'est un peu compliqué. Alors, pour terminer ce cours sur la monnaie, je voudrais revenir sur quelque chose qui est aussi important, qui est la question du multiplicateur monétaire. Alors ça, c'est un peu rigolo, puis en même temps, on va voir que c'est aussi un peu limité. C'est-à-dire, essayer de comprendre comment l'argent, lorsqu'il apparaît dans l'économie, finit par engendrer de nouveaux dépôts, et puis par engendrer une capacité de prêter encore de l'argent, etc. Donc, comment l'argent se multiplie. Alors, pour essayer de comprendre ce principe, on va essayer maintenant de regarder ce qui se passe dans la banque elle-même, avec un bilan simplifié. Alors, je sais que vous n'avez pas fait de comptabilité encore, vous en ferez, je ne sais plus quand, je crois, aux deuxième année. Commençons par une chose très simple. Dans toute entreprise, la comptabilité, c'est actif-passif. Passif, c'est là d'où vient l'argent. Actif, c'est là où il a été utilisé. C'est un peu emploi-ressources, si vous voulez. Passif, c'est, on va dire, tout ce qu'on doit aux autres aussi. Et actif, c'est tout ce qu'on possède. Pour une banque, le passif de départ, c'est l'argent que les actionnaires apportent auprès de la banque. Donc on a toujours ce qu'on appelle des fonds propres, qui est, on a créé une banque, donc il a fallu quand même qu'on ait au départ un peu d'argent. Donc c'est les fonds propres. Donc ici je prends des chiffres volontairement extrêmement faibles. Bien sûr qu'une banque n'a pas 1000 euros de fonds propres, sinon c'est même pas une PME, c'est rien. Mais c'est pas besoin de prendre des milliards. Si vous voulez, vous pouvez prendre 1000 millions ou 1 milliard, ça n'a aucune importance. Donc c'est l'argent que les actionnaires apportent au départ. Donc c'est bien de là d'où ça vient, donc c'est de l'argent. Et puis qu'est-ce qu'ils font faire de cet argent? Ils vont soit acheter des bureaux, soit le mettre dans un compte bancaire, parce que la banque elle a une compte bancaire. Elle peut avoir aussi investir dans les marchés financiers. Donc c'est un patrimoine, on va dire, immobilier et financier. Donc là, on a juste créé la banque, elle n'a pas d'activité. Pour qu'elle ait de l'activité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'elle reçoive des dépôts. Alors ici, les dépôts, c'est, puisque les fonds propres, c'est 1000 euros, les dépôts, c'est 10 000 euros. Alors ça veut dire que ces clients, ils ont déposé de l'argent, ça c'est le principe de la banque, et donc après, il faut qu'elle fasse quelque chose de ces dépôts. Parce que là, pour l'instant, elle n'aura pas gagné d'argent. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre en réserve 1000 euros. Alors,
ça aussi, je dis, c'est le ratio de liquidité. On va garder en liquidité 10% des dépôts, parce que pour faire face aux dépenses, c'est-à-dire que ces dépôts, à tout moment, ils peuvent donner lieu à des échanges, donc on peut, à tout moment, on va dire, les ménages peuvent retirer, les déposants peuvent retirer leur argent, ou le dépenser dans une autre banque, donc il va bien falloir qu'on ait un peu d'argent en réserve, donc ça on met 1000 euros de réserve en liquidité, et donc il nous reste 9000 euros de dépôts, qu'est-ce qu'on va en faire? On va par exemple les prêter, donc on va prêter 9000 euros à des gens, et on va gagner des taux d'intérêt sur ces créances qu'on a apportées, et donc ça sera les revenus. D'accord? Bon, il faut cependant faire quelque chose, faire attention à une chose, c'est que ces créances, ce qu'on a prêté, ces 9000 euros qu'on a prêté à d'autres agents économiques, ils peuvent ne pas être remboursés. Donc il faut faire attention de garder un ratio entre la valeur des créances et les fonds propres. Donc c'est là qu'on va voir que on a ici total actif, donc 11 000 euros, total passif 11 000 euros. Alors attendez, je ne sais pas si... Oui, voilà. Donc ça, les 10 000 euros, c'est la dette de la banque. La banque, elle doit rembourser à ses déposants cette valeur-là. À tout moment, c'est-à-dire qu'à tout moment, les gens peuvent dire, moi je veux récupérer mon argent. Donc pour ça, elle a ses réserves en liquidité, et 2 000 euros. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc les créances de la banque, c'est-à-dire ce qu'elle possède sur les autres. Alors, les créances, c'est bien les créances de la banque, c'est-à-dire elle a prêté des gens, et ça, c'est aussi des créances de la banque. Ils sont où, ces créances? Elles sont auprès de la banque centrale, puisque c'est bien sur son compte banque centrale que la banque garde ses liquidités. Donc ça veut dire que c'est ce que la banque centrale doit à la banque. D'accord? Parce qu'elle a déposé son argent, ses liquidités, dans les comptes de banque centrale. Donc elle a bien 10 000 euros de créances et 10 000 euros de dette. Il y a un bilan équilibré. Pour une banque, c'est normal d'être beaucoup endettée parce qu'elle a beaucoup de déposants. Alors, si on veut maintenant regarder les ratios de liquidité et de solvabilité, comment on les calcule? Alors marquez ça sur votre feuille là, parce que c'est pas sur la diapositive et c'est extrêmement important. Un ratio de liquidité, ici, c'est quoi? C'est les réserves en liquidité, d'accord? Donc la ratio de liquidité, par définition, c'est les réserves en liquidité, divisé par quoi? Par le montant des dépôts. C'est-à-dire que ça, la liquidité, ça assure l'usage des dépôts des ménages. Les ménages, à tout moment, peuvent retirer leur argent, ils vont le retirer si on a la liquidité. Alors, souvenez-vous, c'est pas grave si vous avez des ménages qui veulent retirer tout leur argent. À une époque, il y avait Eric Cantona qui avait dit « il y en a marre des banques, je demande à tous les banques, tous les gens d'aller retirer leur argent dans les banques. » La réserve en liquidité pourra ne pas être suffisante. Mettons que les ménages retirent 5 000 euros. On n'a que 1 000 euros de liquidité. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Je vous l'ai dit. La banque, elle peut, commerciale, elle peut demander à la banque centrale de lui reverser des liquidités. Donc qu'est-ce qui va se passer? La banque centrale va prêter, donc il va y avoir ainsi un crédit banque centrale de 4 000 euros, et hop, on va augmenter les réserves en liquidité de 4 000 euros, on arrive à 5 000, et pas de souci. On ne met pas une banque en faillite en retirant son argent dans sa banque. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a une banque centrale derrière qui assure la liquidité. Vous pouvez tous retirer votre argent sans aucun souci dans une banque. Ça ne va pas la rendre en faillite. La banque centrale, elle va réapprovisionner autant qu'il le faudra la banque commerciale. Alors évidemment, si tout le monde commence à retirer de l'argent en liquide, ça va poser problème. Parce qu'il n'y aura pas assez de billets de banque. Il va falloir les imprimer. Et on ne peut pas les imprimer. Donc là, il pourrait y avoir des soucis. Mais si vous voulez simplement payer quelqu'un d'autre en monnaie scripturale, il n'y a aucun souci. Donc, première chose qu'il va falloir que vous reteniez de ce cours, une banque ne se tombe pas en faillite parce que tous les déposants cherchent à retirer leur retrait. Ça ne marche pas. Alors, deuxième ratio qu'il faut voir, le ratio de solvabilité. Alors, comment on calcule? Donc, je répète, le ratio de liquidité, c'est les réserves en liquidité sur les dépôts, donc 1000 sur 10 000. Donc 10%. On l'a mis ici. Le ratio. Parce que ça, c'est la banque qui décide. C'est la banque qui décide son taux. Le ratio de solvabilité, c'est pas la banque qui décide. Le ratio de solvabilité, c'est décidé par les autorités de tutelle, la Banque Centrale Européenne. Et ça, c'est un ratio beaucoup plus important. C'est le risque pris par la banque sous forme de crédit, de créance qu'elle a accordé aux entreprises, divisé par les fonds, c'est les fonds propres qu'elle possède, divisé par le risque qu'elle a pris.
les créances. Donc c'est 1000 sur 9000. Et on voit bien ici que c'est pas 10%. C'est un peu plus d'ailleurs. Cette banque était très prudente. Elle ne va pas chercher à prendre trop de risques. Elle a suffisamment de fonds propres pour prêter 9000 euros. Et elle pourrait même, si on garde le ratio de liquidité de solvabilité de 8%, elle pourrait même prêter davantage. Bon, ben là, elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas assez de déposants. Mais après tout, elle pourrait toujours réemprunter à la Banque centrale. 3000 euros ici. Donc, elle en fait un emprunt. Elle peut toujours le faire. Et du coup, elle pourrait prêter encore davantage à d'autres créanciers. Donc, le fait qu'elle n'ait pas assez de dépôts, par ailleurs, ne l'empêche pas du tout de prêter de l'argent. Elle peut prêter en empruntant auprès de la Banque centrale. Elle a une capacité d'avoir autant de liquidité qu'elle souhaite. Par contre, si elle commence à trop prêter, mettons qu'elle ait 15 000 euros ou 20 000 euros de créances, et qu'elle ait toujours 1000 euros de fonds propres, 20 000 euros de créances sur 1000 euros de fonds propres, 1000 sur 20 000, ça veut dire 5%. Là, on est en dessous du ratio de solvabilité. Là, ça veut dire que si vous avez des entreprises qui font faillite, beaucoup d'entreprises qui font faillite et qui ne vous remboursent pas, alors là, vous pouvez être en faillite. D'ailleurs, en passant, ça fait partie des grandes craintes qu'on a aujourd'hui, enfin que moi personnellement j'ai, c'est que qu'est-ce qui va se passer au niveau des banques lorsque toutes les entreprises qui sont fermées administrativement, qui ne peuvent pas gagner d'argent, vont faire faillite. Alors évidemment, l'idée de l'État, c'est d'empêcher les faillites des banques, mais il ne faut pas non plus trop se leurrer. Il va y avoir des faillites, et il va y avoir beaucoup de faillites. S'il y a beaucoup de faillites, il y aura beaucoup de pertes au niveau des banques. Et si les ratios de solvabilité ne sont pas suffisants, eh bien il est possible que des banques fassent faillite. Donc là, voilà, ça fait partie des grandes menaces qui nous attendent pour pas les semaines qui viennent, plutôt les mois, voire les années qui viennent, parce que les banques, là en ce moment les entreprises ne font pas faillite, elles feront faillite quand on sera sorti de la crise du coronavirus et que les aides de l'État s'arrêteront. Voilà. Ou alors on n'arrête jamais les aides de l'État. Mais là ça pose un problème, parce que s'il n'y a plus tout de faillite, il n'y a plus d'économie de marché, il va falloir trouver un autre système. Alors, ratio de solvabilité, c'est fonds propres sur créance. Fonds propres divisé par créance. Ici, 1000 sur 9000. Voilà. Et si vous avez des créances de 20 000, eh bien vous avez un fonds propre, un ratio de solvabilité de 1000 sur 20 000, ça fait 5%. C'est en dessous du seuil de 8% qui est exigé aujourd'hui. Ok. Alors, dernière chose, et puis bientôt on va arrêter. Comment concrètement tout ça fonctionne à l'échelle du système bancaire? Alors je reprends ce que je vous ai montré tout à l'heure, et vous avez un dépôt de 10 000 euros dans une banque qui met en réserve 1000 euros et qui du coup peut prêter à un emprunteur 9000 euros, à un emprunteur, oui, par exemple. Cet emprunteur, qu'est-ce qu'il va faire cet argent? Alors c'est ça qu'il faut essayer de réfléchir. Qu'est-ce qui va passer avec les 9000 euros? Les 9000 euros, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devenir des dépôts dans d'autres banques. Lorsque on crée un crédit bancaire, immédiatement après, ce crédit, il va soit rester dans le dépôt, vous empruntez de l'argent, ça vous crédite votre compte. Bon, alors, du coup, ça crée des nouveaux dépôts. Mais évidemment, si vous empruntez de l'argent, c'est pour le dépenser. Donc a priori, vous n'allez pas garder cet argent sur votre compte. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous le dépensez. Donc quelque part, ça fait des dépenses et donc ça crée des nouveaux dépôts sur d'autres banques. Donc ces 9000 euros, au bout d'un moment, ils vont forcément se retrouver dans les comptes des autres banques, y compris parfois dans les comptes d'autres personnes qui sont sur cette banque A aussi. Donc tout le monde, toutes les banques, tout le système bancaire va se retrouver avec 9000 euros de plus de dépôts. C'est là qu'on dit qu'il y a une création monétaire. Globalement, dans l'économie, il y a 9000 euros de plus avec le crédit. Bon, mais qu'est-ce qui va se passer avec ces dépôts? Tout à l'heure, je vous ai dit, une banque, elle cherche à faire du chiffre d'affaires. Si elle a tout d'un coup plein de dépôts, ça veut dire de l'argent gratuit pour elle. Parce que les dépôts ne sont pas rémunérés. Donc, elle va chercher de nouveaux clients pour prêter de l'argent. À partir de cela, ces 9000 euros de dépôt, elle va mettre 900 euros, elles vont globalement, collectivement, mettre 900 euros de réserve et puis prêter à nouveau 8100 euros à d'autres emprunteurs qui eux-mêmes vont déposer à nouveau 8100 euros dans les dépôts. Ça va faire de nouveaux dépôts bancaires. Donc il y a 810 qui va être en réserve et puis 7290 qui va être en crédit. Donc en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que à la fin, les 9000 euros de prêt ou les 10 000 euros de dépôt, ils vont engendrer au final une création monétaire totale, si on suit ce schéma-là, de 100 000 euros.
Alors ce raisonnement, vous le retrouvez beaucoup, mais finalement, il signifie quoi? Il signifie que les banques peuvent créer autant de crédits qu'elles veulent. C'est ça que ça signifie. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de limite à la création de crédits. Il signifie aussi que ce n'est pas forcément les dépôts qui sont à l'origine des crédits, mais c'est les crédits qui sont à l'origine des dépôts. Autrement dit, ce que j'essaie de vous expliquer à travers ce petite expérience de pensée, c'est qu'en fait, la capacité du système bancaire à créer de l'argent n'est pas contraint par de l'argent qui existe préalablement dans les dépôts bancaires. Il est le produit, il est endogène, c'est-à-dire que la création monétaire, elle est le produit des besoins de la population en argent. Ces besoins de la population en argent se fait ressentir comment? Par le fait que les gens vont aller voir leur banquier pour leur demander du crédit. Et c'est là que le banquier, il va falloir qu'il joue un rôle très important, parce que tout le monde ne peut pas obtenir un crédit banquier auprès de sa banque. Il faut qu'il y ait une limite à cela. La limite, c'est: est-ce que votre projet est rentable? Est-ce que votre projet est utile pour l'économie réelle? Ou est-ce que votre projet, c'est n'importe quoi et je ne peux pas vous prêter de l'argent? C'est ça qui va faire la différence entre un argent qui répondra à des besoins économiques et un argent qui répondra à aucun besoin économique. Donc c'est la raison pour laquelle le métier de banquier, c'est un métier important. Il s'agit de dissocier l'argent qui mérite d'être créé avec de l'argent qui ne mérite pas d'être créé. Mais le banquier, concrètement, il aura toujours la capacité de créer de la monnaie et d'accorder des crédits. Alors là, je vous ai montré le côté simple avec les dépôts qui s'accumulent, mais tout à l'heure, je vous disais aussi que s'il n'y a même pas de dépôt, il peut tout à fait reprendre des dépôts en se refinançant auprès de la Banque centrale. Donc de toute façon, même sans dépôt, il peut créer de la monnaie en allant auprès de la Banque centrale se refinancer. Donc voilà, donc il n'y a pas de... On n'a pas à s'inquiéter d'un manque d'argent dans l'économie. On a à s'inquiéter d'une mauvaise utilisation de l'argent. C'est-à-dire, et c'est là que la banque elle est très importante, ça veut dire que une banque peut créer de l'argent, ou peut prêter de l'argent, si vous préférez, à quelqu'un qui va faire n'importe quoi avec cet argent et qui ne va pas créer de la richesse. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne ne pourra pas rembourser sa banque, et donc au bout d'un moment, la banque elle va faire faillite, et là on va se retrouver avec une crise bancaire systémique. Donc le rôle il est ici très important. Alors je n'ai pas ici parlé de l'État, mais l'État aussi est un emprunteur. L'État aussi emprunte sur les marchés financiers et auprès finalement des banques, parce que c'est les banques qui prêtent l'argent à l'État. Et donc il y a aussi un mécanisme là aussi de création monétaire qui est très utile, parce qu'aujourd'hui c'est grâce aux emprunts de l'État qu'on arrive à passer le cap de la crise sanitaire et de la crise économique qui est liée à la crise sanitaire, puisque l'État reverse de l'argent pour éviter justement qu'il y ait une faillite globale du système économique, parce qu'on on confine les gens, on ferme les boutiques. Voilà, donc je vois qu'il est -5, alors bon, j'ai un peu court, mais je sais pas, on va pas recommencer un nouveau chapitre. Ah si, ce que je peux faire, c'est regarder les questions. Je regarde juste les questions ici. Si on représentait... voilà, ici, bon, j'ai pas bien, je comprends pas bien vos questions. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer, il nous reste 2 minutes, aux questions du chapitre. Voilà, questions sur le chapitre 6. Bon, toujours pareil, question de définition. Aujourd'hui, comment la monnaie est-elle créée? Alors, pas par la Banque centrale, par le crédit bancaire. De quels outils la Banque centrale dispose-t-elle pour contrôler la création monétaire? Essentiellement de 2 outils, les règles prudentielles d'un côté et le taux d'intérêt de l'autre. Et là, il faut expliquer, c'est une question sur 5 points, donc il faut dire que les taux d'intérêt, lorsqu'ils baissent, ça favorise la création monétaire, le crédit bancaire, donc la création monétaire. Lorsqu'ils augmentent, ça défavorise le crédit bancaire et donc la création monétaire. Voilà, et la Banque centrale essaie de piloter comme ça la création monétaire en essayant de regarder, de vérifier que l'inflation soit autour de proche mais inférieure à 2%. Bon, comment fonctionnait le système monétaire international issu de l'accord de Bretton Woods? Bon, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, une monnaie pivot, le dollar, etc. Alors, question 5, c'est des questions un peu... Alors, question 4 et question 5, c'est des questions techniques dont je vous ai parlé qui ne sont pas dans les diapositives. Je les répète en 2 minutes. Lors de la crise grecque en 2015, quelle décision de la BCE a-t-elle privé les banques grecques de liquidités? C'est la décision d'arrêter de prendre en pension les titres obligataires du gouvernement grec, de l'État grec.
qui fait que les banques ne pouvaient plus se refinancer, parce que la Banque centrale considérait que ces obligations grecques n'étaient pas, n'étaient pas solides. Ah non, comment, ah, ouais, je sais plus. C'est pas des bonnes créances, voilà. Qu'est-ce qui a fait dysfonctionner le marché interbancaire durant l'été 2007? Alors, le marché interbancaire, il faut le définir. Donc, le marché interbancaire, c'est le marché auprès desquels les banques se prêtent entre elles des liquidités. Je ne l'ai pas dit, mais c'est bien des liquidités dont on parle, c'est-à-dire des prêts à court terme, des prêts de liquidité. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait dysfonctionner? L'absence de confiance entre les banques. Les banques ont eu peur que leur contrepartie, les banques à qui elles prêtent, fassent faillite. Donc, si on veut résumer cette question, c'est l'absence de confiance entre les banques liée à la crise des subprimes en 2007 qui a entraîné le fait que le marché interbancaire a arrêté de fonctionner puisque les banques ont arrêté de se prêter des liquidités. Bon, savoir calculer les ratios de liquidité et solvabilité, ça on vient de le faire. Expliquer comment dans un système turnover la quantité de monnaie fiduciaire émise par une banque peut excéder son stock d'or, ça on l'a vu la dernière fois. C'est-à-dire que c'est pas parce que la banque triche, c'est parce qu'elle accorde des crédits, et quand elle accorde des crédits, une partie des billets de banque qui sont émis sont donc garantis par la créance et non plus par l'or. Voilà, quelle occasion une banque centrale peut décider de faire varier son taux directeur? C'est en fonction de l'inflation, si elle veut créer ou lutter contre l'inflation ou au contraire favoriser la croissance. Voilà, bon, c'est pas des questions très difficiles. Il y en a plus après? Oui, après on va parler de la finance et on fera ça demain. Voilà, bon appétit et à demain.